J'ai l'impression que Dubaï, c'est un petit peu, en France en tout cas, c'est tout ou rien. C'est soit les gens ils détestent, soit ils sont là en mode j'aimerais trop venir ou alors j'adore, tu vois. Exactement. Et c'est tout ou rien, à mon avis, ça va rester comme ça un petit moment. Tu vois, des mecs qui font des chiffres insolents, qui sont des fois plus jeunes que toi ou même qui ont ton âge ou quoi que ce soit, tu vois. C'est vrai que soit tu te dis effectivement, ouais, c'est un menteur et toi tu restes dans ce que tu es en train de faire, soit tu te dis, ouais, non, mais s'il fait ça, je vais faire pareil, tu vois. C'est toujours pareil. C'est plus facile de dire que la formation c'était une arnaque plutôt que de te dire que t'as pas assez travaillé, tu vois. J'ai beaucoup de gens, moi, tu vois, qui me disent, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, tu vois. Et là, tu vois, t'es l'exemple parfait que si, t'as le temps. On a le temps. T'as juste pas envie de trouver le temps. Mais si tu te donnes à 1000% sur un truc, sans ralentir, et vraiment que ça devient vraiment ta priorité, c'est impossible qu'il se passe rien. C'est impossible, il va se passer quelque chose. Peu importe. Moi, Facebook peut bloquer ce qu'il veut. C'est ça. Je reste serein. En fait, j'ai arrêté d'avoir peur. En fait, est-ce que c'est pas le fait de se dire, je maîtrise maintenant quelque chose, j'ai maintenant une compétence en or en main qui vaut de l'or, qui fait que peu importe le truc, t'es chill quoi. Et tu parles français, voilà. Tu connais ton marché en plus, tu sais ce que les gens aiment en réalité, tu vois. Commence pas à partir en Roumanie, tu vois, genre commence pas à partir. Moi, je vois des gens, ils te disent ouais bah là en ce moment marché bulgare, c'est là-bas qu'il faut aller, tu vois. Mais je connais pas, j'y suis jamais allé, je sais pas ce que les gens y consomment. T'es débutant, t'as pas trop de budget, ton argent investis-le déjà sur un marché que tu connais. Vois un produit en français, ton site, tu vas le faire beaucoup plus facilement. Beaucoup plus rapidement. Tu vas aller beaucoup plus vite, tu vas avoir tes premiers feedbacks beaucoup plus vite. Le SAV, en fait, sur tous les points en fait, du business, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Salut Eric, comment ça va? Bah écoute, ça va nickel, hein, comme d'habitude. C'est extrêmement compliqué de t'avoir. Ouais, que t'es très occupé. Ça a mis un petit peu de temps, on a réussi à savoir au final. Exactement. C'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de travail, donc c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à trouver de la dispo, mais même moi, ça m'intéressait qu'on discute un petit peu. Effectivement. On fait pas exactement la même chose, ça va être intéressant. Effectivement, c'était ça un peu l'objectif de ce podcast aussi. Parce qu'en plus, on n'a rien préparé. Hein. Là, on est là. Je me suis réveillé à 1h30. Là, non, rien préparé. On n'a rien préparé du tout. Donc, je pense qu'on va beaucoup discuter e-commerce, ta stratégie, ce que tu fais aussi. Moi aussi, pareil, la stratégie que moi j'utilise aussi en e-com. Et on va essayer d'apporter énormément de valeur à l'audience parce que je pense que les gens te connaissent aussi un peu par ça. Beaucoup de vidéos sur Insta, sur TikTok, beaucoup de valeur. Et on parlait même de ça avant le début du live, dans ta stratégie un peu, de rester sur vraiment l'apport de valeur, que les gens t'identifient un peu à ça. Ouais, c'est ça, 100%. Non, c'est vrai que ça va être intéressant parce qu'on est tous les deux issus du e-commerce, mais on ne fait pas exactement les choses de la même manière. C'est vrai que même au niveau de l'exploitation du e-commerce, on ne travaille pas forcément de la même manière. Exactement. Donc ça va être bien de comparer un petit peu pour les gens, pour savoir un petit peu vers où ils veulent aller en termes de strat e-commerce, quoi, pur et dur. Quoi. Effectivement, parce que si on doit commencer par l'e-commerce déjà, actuellement, toi, tu es à Dubaï. Ouais. Et tu es ici depuis maintenant 2-3 ans? Ouais, en fait, ça fait 4 ans que je viens beaucoup. Ça fait 2 ans qu'effectivement, je suis résident, on a les sociétés ici. Et on est là quasiment toute l'année, à part l'été, forcément. Ouais. Mais je suis basé à Dubaï quasiment à l'année, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, quel a été un peu ton parcours rapidement? Tu as commencé l'e-commerce quand? Tu t'es expatrié quand? Pourquoi? Etc. Bah, ça fait 4-5 ans là, que je suis dans le e-commerce. Donc j'ai commencé en parallèle de mes études. De base, je faisais une école de commerce dans le sud de la France, à Montpellier. Ouais. Et c'est vrai que moi, tu vois, depuis très longtemps, j'ai toujours voulu partir dans tout ce qui était entrepreneuriat, en tout cas. J'ai toujours voulu partir dans un truc où j'allais travailler pour moi et où mon travail allait être vraiment valorisé, tu vois, vraiment à ma juste valeur, tu vois. En tout cas, en fonction du travail que je produis, avoir ce que je mérite, tu vois. Ouais. Donc, généralement, au début, je m'étais intéressé par justement les écoles de commerce parce que c'est plus ou moins ce qu'on te dit, tu vois, en mode, si tu veux gagner beaucoup d'argent, faut faire du commerce, faut faire une école de commerce. Exactement. Tu vois. Et donc, je suis allé là-dedans. Et c'est vrai que je me suis quand même rapidement rendu compte, qu'en fait, on forme pas des entrepreneurs, on forme pas des chefs d'entreprise. Exactement. On forme des managers, on forme... en fait, l'école de commerce, elle forme des produits pour les entrepreneurs en réalité. Tu Exactement. vois. Ouais. Et ça, je m'en suis très rapidement rendu compte. J'ai quand même fini mon cursus. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire Bac+3. Tu sais, genre en mode maintenant, tu peux faire une école de commerce en 3 ans ou en 5 ans. Ok, d'accord. Donc, moi, j'ai fait Bac+3. Et en parallèle, j'avais déjà commencé le e-commerce. Donc, j'avais déjà des résultats, même déjà à partir de ma 2e année, tu vois. Quand j'avais 19-20 ans, j'avais déjà mes premiers résultats.
Et c'est vrai que quand j'ai eu le temps quand j'ai fini mon école, donc il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, là, ça a vraiment explosé parce que je me suis mis à 200% dessus. Et c'est là où vraiment on a commencé à partir sur un autre niveau de e-commerce, tu vois. Ouais, effectivement, de toute façon, on va en parler dans ce podcast aussi. Donc là, tu as commencé l'e-commerce il y a environ 4 ans. Ouais. 2 ans après, tu t'es expatrié à Dubaï. Et justement, pourquoi Dubaï? Bon, je sais, il y a la question fiscale et tout, mais bon, au-delà de ça... Moi, honnêtement, effectivement, il y a la question fiscale, ça c'est sûr. Après, il y a aussi une question d'environnement. Pour ça, c'est des trucs, tu vois, qui ont déjà été beaucoup dit, mais c'est vrai que à Dubaï, tu as quand même cet aspect network, cet aspect niveau de vie et cet aspect sécurité. Moi, c'est vrai que la sécurité aussi, maintenant, je le vois en France quand tu rentres. Si tu as une belle montre, si tu vois, c'est un petit peu compliqué à des moments. Ouais. Et c'est vrai qu'à Dubaï, tu as quand même cette... t'as une je sais plus comment on dit, mais en tout cas, t'es très serein. T'es serein, en fait. T'es très serein, et donc du coup, tu peux vraiment te concentrer sur ton business. T'es pas à réfléchir à ce qui va se passer, genre, est-ce que je vais me faire voler, est-ce que j'ai bien fermé chez moi, tu vois, plein de trucs comme ça. Et ça, je trouve que pour ton esprit, quand tu commences à faire du business, que tu as déjà beaucoup de problèmes, il y a un gros avantage, tu vois, à être dans un environnement comme ça où tout est sécure. Et bien sûr, après, voilà, il y a les impôts, il y a le cadre de vie. Et ouais, tout ça mis ensemble, ça a fait que ça a drivé mon choix vers Dubaï. Ouais. Ok, d'accord. Mais il y a quand même cette mentalité, souvent, quand on est en France, où les gens ont une impression assez négative de Dubaï. Tu vois. Ouais. Après, ça, tu vois, c'est vrai qu'en France, on a tendance à pas trop aimer Dubaï. Ouais. Je pense qu'il y a les gens qui assimilent un petit peu ça, enfin, qui assimilent beaucoup Dubaï à peut-être la télé-réalité, exactement, les problèmes qu'il y a eu, alors que c'est pas du tout ça en réalité. Et moi, tu vois, je voyage beaucoup quand même le reste du temps. Et dès que tu parles, par exemple, à un mec qui est américain, un mec n'importe où, tu lui dis Dubaï, il n'a pas la même réaction qu'un Français. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, normalement, tu dis, ouais, je vis à Dubaï, ah, putain, qu'est-ce que tu fais, les trucs c'est quoi ton business ? Ah, trop cool. Tu me dis, quand je serai là, viens, prends mon contact, etc. Alors qu'en France, c'est, ah ouais, Dubaï, ah ouais. Et j'ai l'impression qu'effectivement, en France, il y a cet aspect... je sais pas, il y a un cliché. Il y a un cliché, ouais. Il y a un truc qui passe pas avec Dubaï, effectivement, en France, ouais, je trouve. Pour moi, je me dis, c'est aussi les influenceurs qui ont beaucoup vendu Dubaï à l'époque, tu vois, et qui aussi, à l'époque où les influenceurs aidaient beaucoup les dropshippers dans les promotions, tu vois, des promotions de marketing d'influence, et qui ont vendu énormément de merde à leur audience aussi. On a eu tout ce mélange, en fait, tu vois, qui a fait que quand tu parles de business en ligne plus Dubaï, c'est un cocktail qui n'est pas du tout bon. Ouais, tu dis, je suis un e-commerçant à Dubaï. C'est vrai qu'on n'a pas une bonne réputation. Après, bon, c'est pas grave, tu vois, on fait avec. Dans tous les cas, en réalité, après, dans le travail en lui-même, ça change rien. Tu vois, genre, ça m'empêche pas du tout de travailler, même si je travaille avec la France, en tout cas, si j'envoie des boutiques en France ou quoi que ce soit. Le fait que je sois à Dubaï, de toute façon, ça n'a pas d'impact sur le business en lui-même. Mais c'est vrai que, ouais, des fois, dans l'image... J'ai l'impression que Dubaï, c'est un petit peu, en France en tout cas, c'est tout ou rien. C'est soit les gens ils détestent, soit ils sont là en mode j'aimerais trop venir, ou alors j'adore, tu vois. Exactement. Et c'est tout ou rien, à mon avis, ça va rester comme ça un petit moment. Ah bon, de toute façon, il y a aussi le fait que quand tu parles d'argent aussi, le marché français est très spécial. Hein. Ouais. Quand tu parles d'argent, c'est que directement tu es un escroc, tu vois. Il y a ce sentiment aussi quand même. Ça, tu vois, c'est justement un truc que je remarque. Moi, là, tu vois, là, ça fait quelques temps que je crée du contenu. J'ai quand même fait, avant ça, 4 ans de e-commerce, tu vois. Ouais. Je suis pas venu ici en vendant de l'accompagnement, en vendant de la formation, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, ça fait 2-3 mois que je fais du contenu. Donc, si je suis déjà là, ça veut dire que j'ai déjà fait quelque chose avant, tu vois. Et c'est vrai qu'en France... je regarde même sous d'autres créateurs, etc., qui vendent de la formation, de l'infoproduit, etc. Quand tu vas dans les commentaires, tu vois des gens qui disent « Ah ouais, mais tu vends des formations ». Ouais, mais où est le problème ? Tu vois ce que je veux dire ? En fait, est-ce que la formation, effectivement, derrière, elle est qualitative ? Et est-ce que ça aide des gens ? Et c'est normal que la personne se rémunère grâce à ça, tu vois. Et il y en a plein qui font ça. Et c'est vrai que, par exemple, quand tu vas aux États-Unis, les infopreneurs sont très respectés. Ah, mais énormément, c'est même choquant. Des stars. C'est des stars. C'est des stars, les infopreneurs. Parce que c'est des gens qui ont créé des produits pour aider d'autres gens. Et bien sûr qu'ils gagnent de l'argent, mais c'est bienvenue dans le monde réel, tu vois. Non, je pense aussi que c'est vraiment la mentalité française qu'on a. Parce que au-delà, si on laisse tomber l'aspect
des influenceurs ont arnaqué leur communauté, des dropshippers n'ont pas envoyé les produits. C'est des choses qu'on retrouve dans le milieu, comme dans tout business, il y a tous des escrocs. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est pas une particularité du dropshipping. Et ni de Dubaï d'ailleurs. Voilà, effectivement. Donc, peu importe, même des gens qui sont en France peuvent ne pas aussi livrer, etc. Donc, quand on enlève tout ce volet-là, on a quand même l'impression que dans la francophonie ou en France, lorsque tu parles business, lorsque tu parles argent, lorsque tu parles de vouloir aider les gens avec de la formation, forcément, tu vas être perçu comme un escroc. Et moi, le truc même qui me choque, même quand on revient sur le dropshipping, c'est que je vois des documentaires où les gens disent en fait qu'il a pris un produit à 10 € sur AliExpress et il le revend à 30 €. C'est de l'arnaque. Et moi, je me dis, mais attends. T'oublies le marketing, t'oublies le fait mais au-delà même de tout ça, c'est la base du commerce. Le commerce, c'est que tu achètes moins cher quelque part et tu le revends plus cher quelque part. 100%. Depuis des millénaires, ça a toujours été ça. Donc, quand je vois des gens choqués et faire des documentaires, des reportages pour dire que le produit coûte 5 € sur AliExpress et qu'ils le vendent à 30 € et ils sont choqués, je me dis, mais attends, mais ces cas-là, faut regarder les marges des grands groupes. Regarde Apple qui le fait à quoi? À 100 balles, 150 balles, l'iPhone, il te le vend à 1500. Mais derrière, il y a le coût du marketing, le coût du branding, il y a la société, les salaires, tout ça. Il y a aussi le fait que j'avais fait justement une petite vidéo là-dessus. Ouais. Il y a le fait que le produit, tu le mets en avant, en fait. C'est que au-delà des coûts qu'il y a, effectivement, on peut couper en mode, je fais tant de marge, donc au final, c'est pas énorme. Ouais. C'est même pas ça, c'est que tu vois, il y a des gens qui vont te dire, ouais, mais ce produit-là, il existe sur AliExpress. Ouais, mais ce produit-là, tu le connaissais pas. Voilà. Moi, j'ai payé pour le mettre en face de toi, maintenant tu le connais, et c'est pour ça que je prends de la marge. Ouais. Parce que ce produit-là, si tu avais voulu l'acheter sur AliExpress, t'aurais été le faire, en réalité, tu vois, donc... Je viens de mettre un produit sur le marché, je viens t'amener quelque chose sous tes yeux, et donc c'est normal que je sois rémunéré pour ça. Puis de toute façon, voilà, je pense vraiment que quand tu regardes toutes les industries qui existent, c'est pas les dropshippers qui font les marges les plus aberrantes. Non, c'est vraiment... Qu'on se dise même, on est là pour être transparent aussi, qu'on se dise même la vérité, le dropshipper fait quoi? 20%, 25%? C'est ça. Si t'es bon. En réalité, c'est ça. Une marge de drop, c'est ça. C'est entre 20 et 30%. C'est 20 30%, donc, tu vois. Et si tu es en France, avec les impôts, tu te trouves à 10%. Sois en sérieux. Ceux qui sont en France et qui doivent payer les impôts, sur l'impôt sur la société, tu es à 10%. Donc, c'est pas comme si on était en train de marger comme... non, 100%. Non, tu vois. Je suis 100% d'accord parce que c'est vraiment ça. Les gens pensent que tu as des marges à 90%. C'est en plus... Il y a eu le problème des produits qui fonctionnaient pas, effectivement. Ouais. Ça, par contre, je comprends que ça soit un problème. Ça, c'est tout à fait normal. Mais non, mais quand le produit fonctionne, que le produit répond à la promesse qui a été annoncée juste avant, la marge, c'est toi qui l'a définie. S'il y a quelqu'un qui est prêt à acheter... la personne va acheter. Voilà. Donc on a souvent ce problème sur le marché français et qui vraiment a donné l'impression que dropshipping égale à arnaque. Tu vois? Ouais, mais sur plein de trucs. Trading égale arnaque, dropshipping égale arnaque, business en ligne égale arnaque, etc. Formation égale arnaque, tu crées du contenu, t'es un arnaqueur. Et en parlant de ça aussi, il y a une question aussi que je voulais te poser. Pourquoi, si tu gagnes autant d'argent en e-commerce, pourquoi vendre de la formation? Pourquoi tu te sens obligé de dire, OK, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de vendre de la formation? Ça, c'est une question qui revient énormément et j'aimerais avoir c'est quoi ta réponse par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai une partie e-commerce dans l'entreprise qu'on a. Ouais. J'ai une partie e-commerce qui tourne déjà quasiment... depuis 4 ans. Depuis 4 ans et qui est maintenant bien automatisée. Il y a des employés qui travaillent dessus tous les jours. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de temps à mettre à disposition à côté, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, j'ai un savoir-faire. Un savoir-faire que tout le monde n'a pas, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je le donne à d'autres personnes ou est-ce que je le garde pour moi pour faire grossir cette structure? Ça aurait pu être un choix, mais c'est vrai que j'ai voulu partir sur autre chose où effectivement on aide les gens. C'est quelque chose en réalité que j'aime bien, de manière sincère, j'aime bien aider les gens. Je trouve valorisant, tu vois, de redonner aux gens, de redonner. Et en parallèle, ça fait une activité qui est aussi ultra rémunératrice, faut pas se mentir. Ouais. Tu vois, c'est... Le milieu de l'infoproduit, le milieu de la formation, de l'accompagnement, c'est des trucs qui rapportent beaucoup d'argent quand c'est bien fait. Et je trouve que tu peux trouver un bon équilibre entre apprendre aux gens, les faire progresser, les faire évoluer, et toi, de ton côté, gagner aussi beaucoup d'argent de ton côté. Sans complexe. Sans complexe, ouais.
Parce qu'il y a ce volet quand même qui revient souvent. Et moi, j'ai plusieurs réponses à ça. Déjà, je me dis, on est dans une société où les gens sont allés à l'école toute leur vie. Ils ont fait quand même parfois 25 ans d'études ou 20 ans. C'est-à-dire, si je pars du principe que tu as commencé le cours primaire à l'âge de 3 ans, 4 ans, jusqu'à ce que tu as jusqu'à 30 ans d'études. Hein, tu as fait jusqu'à 30 ans d'études. Un médecin, il fait 30 ans, presque, 25-30 ans. 25-30 ans d'études. Pour être sûr à 95% que tu vas gagner soit le SMIC, soit 2 000 euros, soit 3 000 euros par mois. Même les médecins, aujourd'hui, la nouvelle loi qui est en train de passer, pour réduire leurs prestations, les 25 euros qu'ils prennent pour les consultations par personne, on veut réduire cela à un quota. Tu vois? Donc, les gars, ils ont fait 15 ans d'études et ils vont gagner 3 000, 4 000 euros. Parce que c'est quoi? C'est Bac plus 6 Bac plus 6, 7, déjà 8, et après spécialisation jusqu'à 12, etc. Et on est dans un système où les gens font tout ça et ils n'ont pas la garantie de réussir leur vie financièrement. Après, réussir sa vie, ça a plusieurs définitions, mais en tout cas, financièrement, ce n'est pas ça. Et ils ne se plaignent pas beaucoup. Tu vois? Et on a un système où tu as, en 3 mois, en 6 mois, si tu suis un accompagnement avec un bon coach, que tu charbonnes derrière, parce que c'est pas parce que tu as un coach que tout se fait automatiquement. Tu vois, il faut que tu mettes du sien. Voilà, il faut que tu aies aussi ta responsabilité, tu vois. Et les gens se plaignent. Tu vois. Moi, j'ai fait un bac plus 7 en école d'ingé. J'ai payé 10 000 euros l'année pour une école d'ingénieur. Ouais, maman. Tu vois, école de commerce, pareil. Voilà, 10 000 euros l'année. Endetté à souhait. Et je sors avec 2 300 euros net. Et je vois un mec en 2016 qui me dit que oui, tu peux acheter un produit en Chine et tu le revends, tu fais x2,5 x3, tu mets sur une boutique, tu crées, tu fais de la publicité à 50-100 euros par jour. Et en testant, tu peux gagner quelque chose derrière. Je dis, OK, pourquoi pas. Donc, je lance la machine, ça m'a pris du temps, mais je n'abandonne pas. Je prends mon salaire à l'époque d'ingénieur, je mets mon salaire dedans, etc., etc. Et en 2019, août 2019, ça explose, tu fais 25 000 euros de CA, 75 000 euros le mois prochain, le mois d'après, 100 000 euros en octobre, et tu continues comme ça jusqu'à mars 2020 où le corona, il y a eu les blocages, etc. et tout, et tu vois qu'en moins d'1 an, tu génères près d'1 million. Bon, moi, à l'époque, j'étais en France, donc j'ai payé la TVA, j'ai tout payé, mais il te restait au moins 100K, et tu te dis, mais attends, je viens de faire mon salaire, 3 fois mon salaire annuel en bénéfice net dans ma poche. Alors que je viens de passer 7 ans d'études, sans compter le bac, sans compter le brevet, tu vois, et tu remets toute ta vie en question et tu te dis que c'est grâce à quelqu'un qui a fait une vidéo sur Internet pour me montrer ces stratégies-là, tu vois. Et ça remet en question tout ce que tu as fait dans ta vie. Tu te dis, mais putain, si j'avais su ça dès le départ... En fait, je pense qu'il y a... Pourquoi les gens en France, notamment en France, n'acceptent pas justement le business en ligne, je pense que tu l'as dit, c'est parce que ça remet tout en question. Ouais. C'est-à-dire que tu es là, tu te dis justement, ouais, ça fait 20 ans que je suis dans le système scolaire. Ça fait 20 ans que je suis là. J'ai charbonné, j'ai payé une école. Je sors, je galère, je trouve un travail. Et ouais, il y a ce mec qui me dit que je peux gagner 10 fois plus avec de la compétence, mais en tout cas sans avoir fait des études, sans avoir fait tout ce que tu as fait depuis quasiment toute ta vie. Oui. Et en fait, t'as ton ego qui va te dire, ouais, non, c'est pas possible. C'est un escroc. C'est un escroc, c'est pas possible, tu vois. Et je pense que c'est... Il y a une part d'ego. Il y a une part de... Les gens acceptent pas justement le fait que... peut-être qu'ils se sont trompés. Après, moi, je trouve qu'il n'y a pas une bonne voie, tu vois. Genre, il y a des gens qui font des longues études, et ça marche très bien, oui. Et qui kiffent ce qu'ils font, ils gagnent bien leur vie, même s'ils ne gagnent pas énormément d'argent, dans certains cas, ils kiffent ce qu'ils font et tout va bien, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des gens... ils reçoivent le message d'une manière négative. Tu vois ce que je veux dire, c'est que moi, tous les contenus que j'ai créés jusque-là, c'est pas pour complexer les gens, c'est pas pour rabaisser les gens, c'est juste pour... Si à chaque fois ça aide une personne, si à chaque fois ça aide... si dans l'année on arrive à aider 15, 20, 30, 50 personnes à faire ce qu'ils ont envie de faire, bah c'est top, tu vois. Et ceux que ça intéresse pas, ceux qui sont déjà bien dans leur vie, qui regardent pas, ou alors en tout cas qui sont indifférents, mais je comprends pas pourquoi ça provoque de l'énervement. Tu vois, de dire, de toute façon, les chiffres ils sont là, tu vois, on prouve, on justifie ce qu'on fait, tu vois. Et pourtant, ça va encore pas, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, tu vois. Non, pour moi, effectivement, il y a moi, je me dis que ça a été un peu la même chose pour moi. C'est-à-dire que ça dépend de la manière dont tu le vois. Tu vois, c'est-à-dire, pour moi,
quand je découvre cet univers et que je vois des petits gamins, moi à l'époque, je devais avoir déjà 25 ans, tu vois. Je vois des petits jeunes qui disent qu'ils font 5K, 10K. Et une expérience même qui m'avait traumatisé à l'époque, en 2019, 2018, j'étais dans un groupe Facebook et il y a un petit jeune de 17 ans qui raconte un peu son histoire. Voilà, j'ai commencé à un an, j'ai galéré, blablabla et tout. Et il montre aujourd'hui, avec des screenshots et tout, il montre aujourd'hui son 10K aujourd'hui, tu vois. Et toi, tu as 25 ans, tu es ingénieur, tu travailles, tu as 2300 euros par mois. Tu regardes tout ça et te dis, mais attends, il y a un truc que je n'ai pas compris. En fait, dans ton cerveau, et je pense que c'est ça pour les gens, dans ton cerveau, c'est beaucoup plus confortable de se dire que c'est un menteur. Que c'est un menteur. Tu vois ce que je veux dire? Se dire, t'as deux options. Soit tu te dis, ok, ce petit de 17 ans qui n'a pas encore fait d'études ou quoi que ce soit, il fait 4 ans de salaire en une journée. Ouais. Tu vois? Et soit tu te dis ça, soit tu te dis, ouais, c'est un menteur. Et c'est beaucoup plus simple de te dire c'est un menteur. Comme ça, tu passes à autre chose. Exactement. Et pour moi, je me suis dit, non, c'est irrespectueux. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, soit j'ai pas compris quelque chose, soit je suis con. Et du coup, il faut que je comprenne cette chose-là. Tu vois? Et pour moi, ça a été peut-être le processus inverse de me dire, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir fait tout ça. Et je vais avoir des petits de 17 ans, tu vois, qui te fait du syndicadé. Et moi, je fais 2300 euros par mois. Donc, il y a ce petit côté aussi égo, mais dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis dit, non, moi-même, je vais comprendre cette histoire-là. C'est pas possible. C'est ça. Moi aussi, je pense que ça a été un petit peu ça dans le process. C'est en mode, effectivement, quand tu vois des mecs qui font des chiffres insolents, qui sont des fois plus jeunes que toi, ou même qui ont ton âge, ou quoi que ce soit, tu vois, c'est vrai que soit tu te dis effectivement, ouais, c'est un menteur, et toi, tu restes dans ce que tu es en train de faire, soit tu te dis, ouais, non, mais s'il fait ça, je vais faire pareil, tu vois. Et ça, je pense que c'est une question de mentalité, tu vois. Ça, exactement. En tout cas, pour dire aux gens, c'est tout marche, et les choses que les gens montrent aussi marchent. Parce que quand tu commences à t'expatrier aussi, et tu commences à rencontrer d'autres personnes, c'est là que tu te dis, mais attends, ça marche. Parce que toi-même aussi, tu te dis, peut-être que j'ai été chanceux. Peut-être que c'est moi, tu vois. Peut-être que il y a un peu ce petit côté, le bon produit au bon moment, la bonne saison, la bonne période, etc. Mais là, c'est quand tu y arrives une fois. Après, exactement. Quand tu fais une deuxième, quand tu arrives à durer, voilà, quand tu arrives à durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le critère chance, il est plus trop là, tu vois. Ouais. Et là, tu commences à rencontrer d'autres personnes aussi qui ont un certain succès, qui ont du succès, etc. Et tu te dis que ce truc-là, ça marche vraiment. Tu vois. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre aussi à l'audience, c'est que tout marche. Après, c'est quelle est l'énergie que vous y mettez. Parce que c'est aussi le monde du business aussi. C'est vrai que souvent, pour des raisons marketing, on va le vendre en disant que c'est rapide, que ça peut le faire tranquillement. Moi, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas très confortable. Parce que moi, quand je vois mon parcours, j'ai beaucoup galéré, contrairement à beaucoup de personnes. Tu vois, j'ai mis au moins 3 ans. Tu vois, pour vraiment... J'ai commencé en 2017, mais bon, je lâchais un peu, je fais une boutique, ça ne marche pas, je laisse tomber, je vais faire autre chose, je reviens et tout. Et c'est vraiment en 2018 que je me dis, OK, vas-y, non-stop, on va se concentrer dessus, tu vois. Et donc, ça m'a pris environ 1 an, 1 an et demi pour avoir ces résultats-là. Ouais, donc ça fait 2 ans et demi quasiment. 2 ans et demi quasiment, tu vois. Donc, je pense aussi qu'il faut se dire qu'on a tous quelque chose à perdre, tu vois. Où est-ce qu'on veut investir son argent? Parce qu'à l'époque où je mettais tout mon salaire dans le business, j'avais des amis qui me disaient, mais Alain, tu jettes ton argent par la fenêtre. Mais eux, ils sont allés acheter un appartement avec un prêt sur 30 ans. Et je me suis dit, finalement, on jette tous de l'argent quelque part. Tu vois, on jette tous de l'argent quelque part, tu vois. Il y a ceux qui ont acheté leur première voiture, tu vois. Tout le monde gaspille de l'argent. Tu peux dire, oui, moi j'ai acheté une voiture avec, j'ai pris un logement, c'est une vision long terme et tout. Et c'est pareil, tu vas te rassurer, tu vas te dire, ouais, non, mais moi c'est de l'immobilier. C'est pas la même chose, tu vois. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de cash flow, ça n'a rien à voir. Et moi je me suis dit, on gaspille tous de l'argent quelque part, on perd tous de l'argent quelque part, mais au moins moi je le perds sur mon cerveau. J'investis, j'apprends des formations, je prends des formations, j'investis sur mes connaissances. Et c'est ce qui me conforte aujourd'hui. Et je pense que c'est. Je me dis, OK, vas-y, même si le dropshipping ne marche plus. Même si et le business. Là, tu as acquis des compétences en marketing. En marketing, en copywriting. C'est ça. Il y a tellement de media buying. C'est justement pareil. J'avais fait une vidéo sur ça où j'ai dit, je sais vendre n'importe quoi. Exactement. Parce que j'utilise tout le temps le même processus. C'est-à-dire, tu vas chercher une offre, une demande. Tu la marketes, tu la mets sur le marché et du coup, c'est plus une question de dropshipping, pas dropshipping. C'est que tu as compris comment ça fonctionnait. Tu as compris qu'il fallait de l'offre, de la demande. Ouais.
Le mieux, c'est d'arriver à créer de la viralité. Le mieux, c'est d'avoir de la qualité, de la rétention client. Et quel que soit en réalité ton produit, que ce soit de l'infoproduit, que ce soit du produit physique, du produit digital, et même si tu pars dans un autre type de business, il y a des règles qui sont universelles, tu vois. Il y a des règles qui sont universelles. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu sais vendre n'importe quoi. Et ouais, pour rebondir sur ce qu'on disait, je pense que ouais, le petit problème qu'ont les gens à l'heure actuelle au niveau de tout ce qui est se former, investir sur soi-même, je pense que c'est essentiellement le fait, et c'est pour ça que on dit qu'il y a beaucoup d'arnaques. C'est pas qu'il y a des arnaques, et tu l'as dit juste avant, c'est-à-dire que quand tu te lances dans un business, ça doit être 100%. Ouais. C'est pas 50%, c'est pas 20%. C'est même si tu taffes à côté, toute la journée dans ta tête, tu dois penser à ton business. Enfin, moi, je sais pas comment ça se passe pour toi, mais moi, toute la journée, je vais voir un truc, je vais essayer de voir comment je pourrais, genre je le note, tu vois, si je suis en train de faire autre chose. Mais tout le temps, j'ai mon business en tête, et c'est pour ça que au fur et à mesure, tous les jours, on remet en place des nouvelles actions et on avance petit à petit. Et le problème des gens, c'est qu'ils vont se focus une semaine. Ça marche pas, et du coup tu te défocuses 100%, tu n'y penses plus et tu passes à autre chose. Et le problème, c'est que du coup tu as juste ce que tu as fait pendant cette semaine-là, t'avances pas, et à chaque fois tu reprends à zéro, tu regagnes pas en compétences. Et ça, je pense que c'est une question de remise en question. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens c'est toujours pareil, c'est plus facile de dire que la formation c'était une arnaque plutôt que de te dire que t'as pas assez travaillé, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que c'est très français aussi. Sans vouloir taper sur la France ou quoi que ce soit, c'est pas. Je sais que sur les réseaux, on tape beaucoup sur la France, mais parce que c'est aussi ce qu'on connaît, tu vois. Donc c'est plus simple d'en parler, mais c'est vrai que quand tu regardes un peu une mentalité américaine, etc. Les gens, voilà, c'est en mode. Si ça marche pas, c'est toi, tu vois. Et si ça marche, c'est toi aussi, tu vois. C'est dans les deux sens. Exactement. Donc, ouais, je pense qu'il faut se responsabiliser. Ouais, quand tu te lances, c'est pas 30%. C'est à 100%, tu manges pour ton business, tu dors pour ton business. Au moins les premiers temps, tu vois. Au moins les premiers temps. Après, tu peux commencer à te défocus, en tout cas à déléguer des trucs et à libérer ton esprit. Mais... Non, mais ça, c'est totalement vrai. Et l'un des conseils que je peux donner aux gens qui se lancent, et qui veulent se lancer, ou peu importe soit dans l'e-commerce ou peu importe le business, c'est vraiment de se mettre à 1000%. Ouais. Ça, moi, j'ai commencé, tu sais, j'ai découvert l'univers du business en ligne en 2014, 2013 même, tu vois, avec les Antoine BM, Olivier Roland, Cédric Anissette à l'époque, tu vois. Ouais, bien sûr. Et 2013, j'ai mes premiers résultats en 2019. Mes premiers résultats viennent donc près de 6 ans après. Et pourtant, j'ai tout essayé. Il y a au final qu'un an où tu as été à 100%. Exactement. Parce que dans toute cette période-là, tu essayes, tu te décourages, tu trouves un autre business, on te parle d'affiliation, tu dis, OK, vas-y, on va faire un peu d'affiliation. Tu fais pendant 6 mois, ça ne prend pas, tu laisses tomber, on ne te dit pas de SEO. OK, il faut monter des blogs. Tu prends la formation, tu essayes pendant 4 mois, ça ne prend pas, tu laisses tomber, tu reviens l'année prochaine. Et ça n'a été que ça. Et c'est justement pour ça que je disais qu'en 2018, je viens à la conférence de Tammy Kabbage à Dubaï ici. Et le gars, il nous fait passer, j'espère qu'il a encore la vidéo, il nous fait passer sur le podium. Et il dit de faire une promesse à soi-même sur ce qu'on va faire et ce qu'on veut en tant que business, etc., etc. Tu vois. Et là, je prends le micro, je dis, OK, là maintenant, je me focus à 1000%. Parce qu'à l'époque, je fais du trading quand je viens à Dubaï. Parce que Tammy parle de trading boost. Voilà. Tammy Kabbage parle de trading et boost, tu vois. Donc à l'époque, je prends le micro, je dis, OK, là maintenant, je me focus sur l'e-commerce à 100%, etc. Et c'est quand je me focus à 100% que je laisse tout tomber et que je me mets dessus. Vraiment, comme tu l'as dit, je me mets une discipline vraiment de guerrier. Vraiment, je me couche à 21h. Peu importe. Je laisse mon téléphone, je me mets sur le matelas, je n'ai pas sommeil, je reste là. Je me réveille à 2h45. 3h30, je suis debout, je me suis déjà lavé, tout ça. Je taffe jusqu'à 8h. Tu vois, je tape jusqu'à 8, donc ça dit quoi? Je mets la boutique en place. S'il y a des réponses SAV, etc., je réponds, je regarde les trucs, je regarde les publicités parce que c'est la nuit et dans Facebook, il est un peu en baisse en ce moment-là. Et 8h, je prends le métro, je vais au boulot. Tu vois, donc j'arrive au boulot à 9h, je reste là jusqu'à midi. Midi, je vais me cacher quelque part avec mon ordinateur dans une salle et tout. Je prends mon truc, je fais SAV. Ouais, je réponds à des trucs, etc. Et tu vois. Même dans le métro, j'écoute un livre ou j'écoute un truc ou je réécoute la formation, tu vois, dans le métro. Donc, c'est tout ça que j'ai commencé à mettre en place pendant 1 an.
Tu vois, à tester, à regarder les choses et tout. Je me suis même dit, en fait, je me suis dit, à l'époque, c'est ma dernière chance. On se donne à 1000%. Des si fois, ça c'est marche pas mal pas, de se dire ça. Ouais, c'est ça aussi. Des fois, c'est pas mal de se dire ça parce que quand c'est la dernière chance, généralement, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, tu vois. Généralement, quand c'est ta dernière chance, tu arrives à trouver les ressources. C'est ça que les gens. Voilà. Ça, c'est important. C'est que j'ai beaucoup de gens, moi, tu vois, qui me disent j'ai pas le temps. J'ai pas l'énergie, tu vois. Et là, tu vois, t'es l'exemple parfait que si, t'as le temps. On a le temps. T'as juste pas envie de trouver le temps. On a le temps. Tu vois, et je peux même te dire, quand tu dors à 21h, en tout cas, il est même prouvé, quand tu dors avant 22h, ouais, le sommeil est plus réparateur. Est plus réparateur. Et je t'assure, quand tu dors à 21h, à 2h du matin, t'es... Ça m'arrive des fois, ouais. Tu te réveilles, mais t'es en forme, en fait. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, tu te réveilles, mais avec de l'énergie, etc. Parce que c'est un sommeil vraiment profond et réparateur. Tu vois. 5 heures, c'est bon. Tu vois, c'est quelque chose que j'arrive plus à faire aujourd'hui, mais vraiment. Moi, c'est vrai que niveau sommeil, je suis pas un bon exemple parce que je suis très décalé, tu vois. Il y a des jours où je vais dormir peut-être 3 heures, à 1 heure que tu comprendras pas, mais je suis assez décalé au niveau sommeil. Mais c'est vrai qu'effectivement, si tu te mets une discipline, même si je suis pas le meilleur exemple, si tu te mets une discipline, effectivement, comme ça, quand tu commences, je pense comme ça que tu peux vraiment avoir des résultats concrets, tu vois. Mais ça va pas prendre une semaine, tu vois. Genre, c'est ça qui est important, parce que se mettre une discipline, se mettre une routine, c'est quelque chose, ok, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est la tenir. C'est la tenir. C'est ça le plus dur. On peut tous, pendant une semaine, se coucher à 21h, se réveiller à 2h, tu vois, mais par contre, le faire pendant 1 an, et tenir, et même quand ça prend pas. C'est ça le plus dur. C'est continuer quand ça marche pas encore. Exactement. Et ça c'est le plus compliqué. Et pour moi, c'était un peu, comme je le disais, un peu la dernière chance pour moi. Je me suis dit, écoute, ça fait 5 ans, 6 ans que tu es dans ce monde du business en ligne, etc. Tu as fait pas mal de choses. Si cette fois-ci, ça ne marche pas, tu fermes ta gueule. Peut-être que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Parce que c'est pas fait pour tout le monde, il faut le dire. Moi, j'ai un ami qui gagne très bien sa vie. Il gagne 25 000 € par mois. Il est freelance en Angleterre, sur les technos Amazon, etc. Le mec, il a fait un prêt de 100 000 € pour aller à Harvard, pour aller faire un gros diplôme. Et à l'époque, il m'a dit, écoute, mon frère, je ne suis pas né pour être entrepreneur. Je suis né pour être un bon salarié. Point. Donc, vos histoires de business et tout, moi, je ne suis pas dedans. Donc, c'est un mec qui se connaît, tu vois, c'est un mec qui se connaît, qui est cohérent avec lui-même et qui sait que lui, l'entrepreneuriat, ce n'est pas son truc. Mais si ce n'est pas son truc, il va quand même gagner de gros salaires. Et pour gagner de gros salaires, il faut qu'il fasse de grandes études, aille dans les bonnes universités et aille dans le bon pays, etc. pour espérer avoir ces salaires-là et avoir la bonne compétence derrière, technique, etc. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je suis assez d'accord avec ça dans le sens où, en fait, pour moi, il n'y a pas une bonne voie. C'est-à-dire que par contre, moi, ce que j'ai tendance à respecter, c'est quand tu te donnes à fond dans la voie que tu as choisie. Voilà. Tu vois, si demain, ton rêve, c'est de devenir, voilà, effectivement, un très gros codeur, enfin voilà, un salarié de très haut niveau, quoi, tout simplement, quelqu'un avec des gros revenus, fais-le. Fais tout à 100%. Exactement. Moi, je pense pour avoir des résultats, c'est juste ça. Si tu fais tout à 100%, il y a un moment où, ouais, tu auras peut-être un coup de chance, mais c'est parce que tu le provoques, tu vois. Exactement. C'est parce que tu vas le chercher et il y a un moment où tu as... Et moi, je pense aujourd'hui que c'est vraiment la première étape dans le business. C'est-à-dire que avant même de vous dire, je veux me lancer dans le business en ligne, je veux faire telle ou telle chose, déjà dans le métier que vous faites déjà aujourd'hui, est-ce que ce métier qui te rapporte 1 500 € par mois, est-ce que tu peux le scaler à 2 500 €? Tu vois? Est-ce que tu peux le scaler à 3 000 € déjà? Tu vois? Et aujourd'hui, il y a plein de manières de le faire. Est-ce que tu peux déjà te créer une petite activité, tu vois, à côté qui va te permettre d'avoir un complément de revenu? Aujourd'hui, avec Internet, il y a des milliers de manières. Même si on laisse Internet et qu'on reste dans la vie réelle, dans le vrai monde même, on va dire. Des petits compléments à 500, 1 000 €. Exactement. Faut pas abuser, tu vois. Genre, si tu veux vraiment le faire, tu y arrives, tu vois. Tu y arrives. C'est comme, tu vois, genre, il y a des moments, tu vois, j'ai des gens, genre, je parle de certaines sommes, etc. Je parle justement, tu vois, de petites sommes, de 500, de 1 000 €, de 2 000 €. Et voilà, j'ai l'impression que ça paraît super loin. Mais et ça marche bien quand tu le dis aux gens. J'aime bien ramener ça à la journée. Je dis, mais si tu veux faire 1 000 € de plus, c'est 30 € par jour. 30 € par jour. Tu penses pas que tu vas réussir à quand même les faire, tes 30 € par jour, tu vois, en te battant un petit peu. Si tu ramènes ça sur un volume horaire de 10 heures par jour, c'est 3 € de l'heure. C'est 3 € de l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas y arriver, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des barrières limitantes. Exactement. Des barrières limitantes. Et c'est très dommage parce qu'ils perdent en potentiel. Et
On parle pas que... Enfin, tout le monde pourra pas gagner 100 000 euros par mois. Tout le Exactement. monde pourra, tu vois. Mais par contre, élever ton niveau de vie, aller chercher tes 1000 balles, 2000 balles, qui au final changent tout. Ah, ça change tout. C'est là où l'argent est le plus important en réalité, Bah tu oui. vois. C'est pas quand tu commences à gagner plus de 20, 30, 50 par mois. C'est plus là où 1000 balles, 2000 balles, ça a pas d'impact. Par contre, c'est vrai que tu passes de 1005 à 2005. Ah, ça a un impact de ouf. T'as vraiment plus la même vie, tu vois. Ouais. Et aller chercher ces petits compléments de revenus, comme tu as dit, que ça soit avec ou sans Internet. Non, c'est largement faisable. Moi, j'ai eu des amis aujourd'hui, j'ai même des amis aujourd'hui qui ne sont pas dans le business en ligne, qui ne sont pas entrepreneurs, qui sont salariés, mais qui ont scalé leur niveau. Le truc, si tu fais de l'informatique, que moi je conseille à tout le monde parce que c'est le plus simple, tu fais de l'info, démissionne, deviens freelance. Tu fais x3 sur ton salaire. Direct, hein. Vrai, ça. Et beaucoup de gens ont peur, on se dit oui, mais si je suis freelance. Non, mais c'est simple. Tu fais le même boulot dans la même entreprise, c'est juste que tu n'as plus le même statut. Tu vois. Donc, tu fais x3 avec ça déjà. Et moi, à l'époque, c'était la réflexion dans laquelle j'étais. Je me suis dit, écoute, si je ne peux pas réussir dans ce business et si je me mets à fond, et quand je dis je me mets à fond, je te dis à l'époque, et vraiment, j'avais plus de sous. J'ai appelé un de mes amis, j'ai dit, écoute, tu fais un prêt à la banque et tu me remets les sous et je te paye tous les mois 500 euros. Tu fais 10 000 euros. J'ai grillé ça. Je suis allé faire un prêt étudiant au nom de mon petit frère de 30K pour remettre dans le business. En fait, je me suis dit, tu donnes tous les moyens. Ouais, après ça, peut-être pas. Je ne le recommande pas à tout le monde. Pas à reproduire chez Non, soi. pas à reproduire, non. Je l'accorde, pas à reproduire, mais il faut comprendre que c'est le mindset dans lequel tu dois être. Non, À un moment donné, tu vois. C'est ça, en fait. Moi, je me suis dit, pendant 1 an, je donne mes tout. C'est-à-dire, parce que j'ai pas envie que ce soit l'excuse, j'ai pas d'argent. Non, et on est en France, les gars. Et vous faites bien des prêts de crédit à la consommation pour acheter une télévision, pour acheter une voiture. Mais si c'est pour investir dans une formation, bah, soudain, il n'y a plus de prêt. Il y a un problème parce que à ce niveau-là, c'est parce qu'il faut que ça soit palpable. Genre, les gens, il faut qu'ils puissent le toucher. Quand tu fais un prêt, tu achètes une télé, tu as une télé. Ouais. Quand tu fais un prêt, tu achètes une formation, je conseille pas de faire des prêts. Hein, mais, oui, c'est clair. C'est clair, ouais. Genre, si tu fais en tout cas, quand tu investis de l'argent pour acheter une formation, tu as du savoir, mais ça marche pas tout de suite, tu vois. Voilà, comme tu as dit, c'est un mindset. C'est un mindset, en fait. C'est-à-dire que pour moi, je me dis, à l'époque en tout cas, il faut tout faire pour ne pas se donner des excuses. C'était ça que je voulais éviter. Je ne voulais pas me dire, putain, tu aurais dû faire ça. Tu avais la possibilité de faire telle chose. Tu vois, j'avais pas envie de me dire, putain, c'est parce que j'ai pas d'argent. Parce que ça, c'est les excuses qu'on se trouve, oui, j'ai pas d'argent et tout, c'est pour ça que je ne peux pas le faire. J'ai pas telle chose, c'est pour ça que je ne peux pas le faire. Bien évidemment, je ne vous conseille pas d'aller griller vos comptes bancaires et tout, mais moi, le mindset dans lequel j'étais, parce qu'il faut voir aussi qu'il y a un parcours. Je découvre le business en ligne en 2013 et on est en 2019. Et j'ai pas de résultat. Tu vois? J'ai pas de résultat après 6 ans. Et je me dis, et pendant tout ce parcours, là, je vois des amis. C'est une preuve de résilience. C'est ça, tu vois. 6 ans, c'est très long. C'est très long. Moi, c'est vrai que j'ai eu des résultats au bout d'à peu près 1 an, tu vois. Tu vois. Même, ouais, je dirais autour d'1 an, tu vois. Et même dès le départ, bon, il y a eu vraiment le lancement, c'est comme tous les débutants. Au début, ça marche pas, tu vois, mais c'est normal. Mais après, c'est vrai que j'ai quand même pu toucher du résultat assez vite. Mais c'est vrai que 6 ans, il faut tenir, ouais. Il faut tenir, tu vois. Et du coup, moi, je suis dans un état d'esprit où je me dis, mais attends, tous ces business que je fais, parce que quand tu fais un business, tu rentres dans un groupe, dans une communauté, etc. Et je vois des gens qui réussissent dans ça. Ça, c'est important. Tu vois, je vois des gens qui ont fait du marketing d'affiliation, qui ont explosé. Que je connais personnellement à l'époque. Et je vois que le mec, au moment où moi j'abandonne et que je pars à faire autre chose, que le mec 2 ans après, il roulait en Rolls-Royce. Tu vois. Et je vois tout ça en fait. Et je me suis dit, attends, là, on ne va pas se donner des excuses. On ne va pas se dire, ouais, j'ai pas de l'argent. Ouais, j'ai pas telle chose parce que je me suis dit, non, là, c'est bon. Tu vois, là, même s'il faut aller chercher le prêt, et je te dis, j'ai appelé toutes les banques. Mais vraiment, parfois je dis aux gens, il y a des choses que je ne peux pas raconter parce que les gens vont penser qu'ils sont obligés de le faire en fait. Ouais, alors que non. Ça, alors qu'il faut comprendre le contexte aussi dans lequel moi j'étais, tu vois. Et moi, je me suis dit, c'est mort. Après, je pense qu'il faut toujours faire un truc un peu fou. Et voilà. C'est-à-dire que, tu vois, que ça soit te lancer pendant tes études et travailler la nuit, entre guillemets. Exactement. Que ce soit, voilà, faire un truc un peu risqué, tu vois, prendre un gros risque à lever des crédits au nom de ton frère, des trucs comme ça. C'est pas à refaire, mais je pense que
tout le monde a une petite histoire un petit peu à part reproduire en réalité, tu vois, qui est pas rationnelle en réalité. Exactement. Mais en tout cas, je pense que les gens seraient surpris de voir ce qui se passerait pour eux si vraiment pendant 1 an, pendant 2 ans, ça va peut-être prendre 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, mais si tu te donnes à 1000% sur un truc sans ralentir et vraiment que ça devient vraiment ta priorité, c'est impossible qu'il se passe rien. C'est impossible, il va se passer quelque chose, tu vois. Ça sera peut-être 10 000, ça sera peut-être 100 000, peut-être 1 million, mais il va se passer un truc. Ça se passe toujours, et ça se voit. Regarde les entrepreneurs qui ont documenté leur vie. Ouais, tu prends les gars comme Iman Ghazi, tu vois ses vidéos quand il avait 14-15 ans, quoi. Le gars a tout documenté. Tu prends Stephen James, qui est un Américain que je suis sur YouTube. Le mec, sa première vidéo date du 1er janvier 2012. Le mec, il est dans un appartement en colocation pourri. Le gars, il vient, il se dit, les gars, je veux changer ma vie. Voici ce que je vais faire. Vous allez suivre le chemin avec moi. Et aujourd'hui, tu le vois, les multimillionnaires. Et tu vas sur sa chaîne YouTube, tu trouves la première vidéo, tu trouves toutes les vidéos. Et tous les mois, il documente, ce mois-ci, j'ai fait 50 €. Ce mois-ci, j'ai fait 100 €. Ce mois-ci, telle chose n'a pas marché. Et tu vois que le mec documente sa vie. C'est que le mec est sûr. Tu vois, et il lâche rien. Quand il commence que c'est vivre ou mourir, tu vois. Exactement. C'est vraiment ça. C'est quand tu commences, il faut que tu te dises, il n'y a pas d'autre issue. En fait, c'est toujours ça. C'est le cerveau humain, il fonctionne comme ça. Il ne faut pas te laisser le choix. Et c'est pour ça que des fois, même si c'est toujours pareil, je ne peux pas recommander ça. Oui. Mais le fait de, par exemple, quitter ton taf pour te mettre à 100% sur ton business, ça ne te laisse plus le choix. Et quand tu gardes cette option en mode, bon, je lance un petit business à côté, mais je garde mon taf, je me mets pas trop en difficulté, je fais ça le week-end, bah, quand ça va pas trop bien marcher, ton truc du week-end que tu essayes de monter, bah, tu vas te dire, bon, bah, je me concentre sur mon taf, c'est plus facile. Et c'est normal, tu vois, c'est humain, c'est pas une question d'être faible ou quoi que ce soit, c'est pour tout le monde. Et quand, comme tu disais tout à l'heure, quand c'est la dernière chance, généralement, il se passe un truc. Exactement. Parce que quand c'est la dernière chance que tu mets toutes les actions en place, que tu te mets dans un mindset où tu n'as pas le choix. Et quand tu n'as pas le choix, bah, voilà ce qui se passe, il y a du résultat, quel que soit le résultat. Effectivement, et pour moi, ça a été vraiment le cas. Hein. Je me suis donné à 1000% et les résultats ont payé. Tu vois. Et après, je pense même que c'est un état d'esprit que je recherche encore aujourd'hui. Parce qu'après, quand tu commences à voir les résultats, tu laisses tomber. C'est très dur. Ouais. Tu vas passer, c'est plus les débuts. Tu vois. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir dans cet état d'esprit où je suis encore à 1000%. Parce que bon, il faut se dire, aujourd'hui, on se relâche. J'en parlais avec un pote il y a pas longtemps. Je me disais, si on mettait le même niveau d'énergie, justement, que quand on a débuté. Au début, on serait à écrire à tout le monde sur Instagram, prendre de l'info toute la journée, penser vraiment, vraiment qu'à ça. Et genre, chaque petit détail, essayer de les optimiser. Si on était tous encore à ce niveau-là, qu'est-ce que ça ferait, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et c'est vrai que des fois, j'essaye de me remettre à 10 000%. Exactement. Et c'est compliqué, ouais. Justement c'est très compliqué. Parce que j'ai le choix. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire, et c'est pour ça que je mets pas de jugement sur les gens. Non, pas du tout. Pas du tout de jugement sur les gens qui, justement, des fois se confortent. Parce que moi, c'est pareil, mais à un autre niveau. Dans zone de confort aussi, ouais. J'ai le choix. J'ai pas besoin, en réalité, de me réveiller le matin et venir faire du contenu, tu vois. Et faut arriver à se mettre la rigueur, se dire, OK, on va charbonner le contenu, on va continuer, vu que c'est un nouveau truc qu'on lance, bah voilà, on se remet à 1000%, tu vois. Et c'est vrai que c'est très compliqué dès que tu as du résultat, dès que tu es voilà, dans ton confort, en réalité, tu vois. Exactement. Et ça nous arrive aussi énormément. Moi, je te dis, il y a plein de trucs sur lesquels je suis dans ma zone de confort. Je me casse plus du tout la tête. Bah, je délègue beaucoup sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses, tu vois. Genre... Et là, je me suis dit, 2024, on va se remettre un peu encore dans ce mode-là. Parce que c'est ce mode vraiment qui te permet, à un moment donné, de briser des plafonds de verre. Ouais. Tu vois. Quand tu veux passer, parce que dans tout business, à un moment donné, tu arrives au niveau de la stagnation. Où tu commences à stagner un peu, tu as à peu près tout compris. Et tu sais, quand on n'avance pas, on recule. Hein. Quand on n'avance pas, parce que le marché, il avance. Lui. Parce que le marché, il avance. Le marché, il avance. Le marché, il avance, tu vois. Donc, à un moment donné, je me suis dit, non, il faut reprendre dans ce mode aussi. C'est d'ailleurs pour répondre à ta question du début, aussi pour ça que je me suis lancé dans la création de contenu. Ouais. Parce que ça rajoute quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai mes compétences e-commerce, mais là, on va rajouter effectivement voilà, de la compétence en accompagnement. On a accompagné déjà des gens, tu vois, mais on rajoute de la compétence là-dessus, de la notoriété. Ça apprend aussi à faire des nouvelles choses, tu vois, à parler devant une caméra, à voilà, créer du contenu, à porter de la valeur dans un délai précis. Et donc, c'est vrai que ça apporte une nouvelle compétence. Et plus tu as de compétences, plus tu as de connaissances et plus tu as de ressources, plus effectivement tu vas pouvoir survivre. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que même quand tu as des résultats,
il faut toujours garder un peu d'avance sur le marché. Ouais. Je sais pas trop comment le dire, mais en tout cas, ouais, avoir un peu d'avance sur le marché, un peu d'avance sur ce qui se passe, si tu veux survivre, sinon tu vas petit à petit te faire absorber, ça va ralentir et tu vas redescendre. Et comme tu as dit, hein, si tu n'avances pas, tu recules. Hein, Exactement. Et c'est ça aussi qui fait que, en tout cas, moi, aujourd'hui, cette année, je me dis que on va lancer d'autres projets. C'est ce qui fait que j'ai aussi lancé la marque quelque part parce que faire du dropshipping classique, comme on peut le dire, j'étais venu à un niveau où on avait 10 boutiques qui tournaient, avec tout ce que cela demande en termes de ressources, de temps et surtout de ressources mentales. De charge mentale. C'est très très dur. C'est très très dur. Moi je travaille sur ce modèle essentiellement. Et c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs que je me détache un petit peu de cette partie-là, parce que c'est vrai que quand tu es vraiment dans l'opérationnel, surtout quand tous les process ne sont pas en place, c'est énormément de prise de tête. Il y a des problèmes toute la journée en fait. Exactement, il y a des problèmes. Tu regardes même pas l'argent que tu gagnes. Ça c'est un truc aussi, les gens ils doivent le comprendre, c'est que tu passes pas ton temps à regarder l'argent que tu as gagné, tu passes ton temps à régler des problèmes, essayer de faire en sorte, tu te bats, quoi. Même quand tu as des résultats, tu te bats tous les jours pour que ça continue à tourner, quoi. Et c'est là où l'aspect, je pense, mindset compte toujours et qui revient toujours, parce que j'ai déjà vu pas mal de personnes, et certainement toi, qui ont eu des résultats en e-com, des résultats ouf, genre qui ont généré des millions d'euros et tout, et qui ont disparu totalement du marché. Ouais, j'en connais. Totalement. J'en connais, ouais. Tu vois, parce que derrière, il y a quand même d'autres choses qui sont... Quand tu as du résultat, en fait, les vrais problèmes commencent. En fait, à partir de ce moment-là. Ouais. Les vrais problèmes commencent. C'est vrai que c'est là où il faut être solide, en réalité. C'est là où il faut être solide. Moi, je me rappelle un jour, c'était en 2020 encore, là, tu commences à faire les 10K par jour. Et Facebook te bloque. Je me réveille le matin comme ça, BM désactivé. Et là, tu as des problèmes de fond de roulement. Exactement, tu vois. Et je te jure, je me lève comme ça, je regarde le truc, je vais me recoucher. J'en avais marre. Je t'assure, je prends mon truc, je vais me recoucher. Toute la journée, je suis en dépression, je dors, tu vois. Et il y a ma mère qui vient. J'étais chez ma mère vient. Tu sais, ma daronne, elle ne comprend pas grand-chose à tout cet univers-là. Elle me dit, mais appelle Mark Zuckerberg. Faut appeler. En plus, elle a dit d'une manière. Tu vois, genre vraiment, ouais, elle s'est dit que je peux l'appeler, il va décrocher, tu vois. Parce qu'elle voyait que. Parce que je dis qu'on a bloqué mon compte Facebook. Elle comprend pas trop. On a bloqué le compte Facebook. Faut appeler Marc, tu vois. Le jour là, j'ai explosé de rire. Enfin, j'étais là, j'ai explosé de rire. Je me suis dit, vas-y, lève-toi. On va trouver une solution pour le débloquer, etc., etc. Et tu comprends que quand les résultats viennent, en fait, c'est là les vraies choses commencent, en fait. C'est là les vrais problèmes commencent. Et je te dis, le nombre même d'étudiants, de gens que j'ai en coaching, qui ont des résultats extraordinaires et qui, à un moment donné, ont lâché parce qu'ils ont dit, mon gars, j'en peux plus. J'ai trop de problèmes à régler. En fait, tous les jours, c'est des trucs à régler. C'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas fait pour tout le monde. Exactement. Et ça, moi, c'est pas un truc que je prône, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, qui aiment bien dire, ouais, entre guillemets, si tu fais pas d'entrepreneuriat, t'es une merde, tu vois. C'est un petit peu des fois. Exactement. C'est un petit peu le message des fois que t'entends, mais c'est faux. Moi, j'ai des potes, en plus, en ayant été en école de commerce, j'ai beaucoup de profils comme ça, et toi, c'est pareil, en Angers, j'ai beaucoup de profils comme ça, de personnes qui sont pas faits pour ça, mais par contre, qui sont faits pour être des très bons numéro 2. Exactement. Être sur un business, peut-être, pas en tant que dirigeant, pas la personne qui prend des risques. Exactement. Mais par contre, c'est des gens qui vont très très bien exécuter. Et ils vont être très bien payés pour ça, ils vont kiffer leur taf, ils vont être valorisés pour ça. Moi, je te dis, moi j'ai des amis. Faut juste trouver sa place. J'ai même un ami qui était avec moi la semaine dernière, qui travaille, qui a trouvé. Il était. Déjà, on a fait la même école d'ingé en France. Il a trouvé un job aux États-Unis. Après, les États-Unis, il est parti à Amsterdam. Et après Amsterdam, il a trouvé un job à Abu Dhabi. Donc, comme je lui ai dit que je venais à Dubaï, il est venu ici, on a passé du temps ensemble, etc. et tout. Il gagne très bien sa vie. Bien sûr. C'est les gens qui font plus de 10K. Et lui, c'est posé. Hein. En fait, c'est des gens qui ne m'envient pas. Hein. Parce que le mec, il gagne plus de 10K par mois. Il a des congés. Ah ouais, mais tu sais que moi, j'ai plein de potes qui les week-ends. Par exemple, souvent, on pote, une fois par an, les potes d'université, on a un petit groupe de 5-6. On s'organise quelque chose et tout. La dernière fois, on était parti au Danemark et tout. J'étais le seul stressé. J'étais le seul à regarder mon téléphone. Est-ce que tel client a répondu? Est-ce que Facebook ne nous a pas bloqué? Les gars, personne ne les appelle. Ils sont sereins. Non, mais je te dis, tu vois, ils sont sereins. Et derrière, tu te dis, OK, je gagne peut-être beaucoup plus d'argent qu'eux, mais j'ai beaucoup plus de charge mentale parce que les mecs, quand eux sont en congé, ils sont en congé. Mais la seule chose qu'on a,
c'est le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un planning, je dis, les gars, organisez, je me mets dedans. Parce que demain, moi, je peux au Danemark. Ça, c'est vrai. C'est tout. Et c'est vraiment cette liberté. C'est marrant que tu dises ça. J'ai des potes, là. J'ai un pote à moi qui me parlait, là, il y a une semaine. Il me disait, ouais, avec, pareil, des potes avec qui j'étais à l'école, on a envie d'aller en Suède. Ça te chauffe pas? Du coup, je lui dis, bah ouais, vous voulez y aller quand? Et il me dit, le 25 mai, je crois, tu vois. Donc, dans 4-5 mois, tu vois. Je dis, oula, bah ouais, peut-être, mais genre, redis-moi une semaine avant, tu vois. Parce que là, je vais pas le mettre sur le planning maintenant, tu vois. Genre, dis-moi une semaine avant, je te dis si je suis dispo, mais là, tout de suite, je peux pas te dire. Je peux pas te dire ce que je fais dans 6 mois. Dans 6 mois. C'est pas possible. Et bah, eux, c'est parce qu'ils posent des jours, tu vois. Ils doivent poser des jours, du coup, exactement. C'est normal, tu vois. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a cet aspect liberté qui, ça par contre. Et je pense mais je pense que c'est le point. C'est le point qui fait toute la différence. Parce que c'est vrai qu'en termes, le ratio charge mentale argent, c'est mieux d'aller faire un métier bien payé, tu vois, une école d'ingé, une école de co, tu travailles un peu, au bout de 10 piges, tu as un bon salaire. À la rigueur, tu pars à l'étranger, les salaires sont meilleurs. Voilà. Là, en termes de charge mentale, ratio argent, c'est beaucoup mieux de faire ça. Par contre, tes vacances, il faut les prévoir 6 mois à l'avance. Moi, c'est vrai que là, demain, je veux partir en vacances n'importe où, j'y vais, même si c'est 3 jours, tu vois. Je bouge, je fais mes 3 jours, je reviens. Il n'y a rien qu'à bouger. Pendant ces 3 jours, mon business il continue à tourner et je peux regarder ce qui se passe. Et c'est nickel, tu vois. Et c'est vrai que l'aspect liberté, c'est vraiment... à mon sens, le point... C'est le point vraiment le plus important dans le business que nous faisons. C'est vraiment cet aspect où tu peux rapidement te déplacer, tu n'as pas de patron, etc. Et tout. Et cette liberté, sincèrement, je pense que c'est vraiment ce qui fait qu'on ne l'échangera pas pour retourner dans le salariat. Non, c'est impossible. Tu vois, j'ai écouté Matt Curbin, le milliardaire américain, qui disait « Je préfère 1000 fois gagner 5 000 € par mois, être libre, que 750 000 $, enfin 750 000 $, il disait, et travailler pour quelqu'un parce que vous ne savez pas ce que ça fait d'être libre. » Tu vois, donc cette liberté qu'il a, bon, 750 000 $, c'est ouf, mais bon, cette liberté, ce choix que tu as de ne pas faire des RTT, de ne pas faire telle chose, parce que moi, j'ai été salarié avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Tu vois, il y a beaucoup de gens, ils ont fini leurs écoles et ils sont partis. Tu vois. Moi, j'ai jamais eu de contrat. De contrat, de CDI et tout. Moi, j'étais en CDI, tu vois. Moi, j'ai travaillé, j'étais en CDI. J'ai même jamais fait de stage. De stage, tu vois. Alors que moi, j'ai fait tous ces stages, CDI, alternance et tout, tu vois. Donc, je sais ce qui se passe de l'autre côté, du monde de l'entreprise, en fait. Tu vois. Et le fait d'être indépendant aujourd'hui et d'être libre, sincèrement, c'est vrai qu'on travaille beaucoup plus. Tu vois, tu peux te lever à 2h du matin. Tu vois. La dernière fois, j'étais dans le désert là-bas. J'ai un de mes gars qui m'écrit pour me dire qu'il y a eu un bug sur Shopify. Le menu ne s'affiche pas. J'ai tout laissé. Je suis allé prendre mon ordinateur. Je regarde. Tu vois. Je n'ai pas dit ouais, parce que derrière, les publicités tournent. Et voilà, il y a le truc qui ne s'affiche pas. Donc, tu ne vas pas dire ouais, je m'en fous. Tu vois. Donc, tu as quand même ces petites contraintes. Mais au-delà de tout ça, tu as cet aspect liberté. Et moi aussi, j'ai compris ça très vite parce que quand j'ai commencé à former les gens, et c'est pour ça que même dans mon discours de formation, ou même dans mon discours marketing, j'évite de dire aux gens, laissez votre boulot pour être à fond. Moi, je l'ai fait. J'ai échoué. Je suis allé rechercher du boulot en plus. Tu vois, et c'est là où je me suis organisé autrement. J'évite de faire croire aux gens que le salariat, c'est la merde, etc. Parce que j'ai eu des cas, j'ai eu des étudiants qui vraiment ont, sur le discours un peu sur Internet, ont tout lâché. Et à partir du moment où ils ont lancé 2-3 produits que ça n'a pas marché, ils ont commencé à paniquer. C'est ça, il faut quand même être sûr de ce que tu fais. Hein. Voilà. Quand tu fais ça, il faut les gars ont commencé à paniquer. Faut être sûr de ta capacité à réussir. Hein, ta capacité à réussir et à tenir. Parce que psychologiquement, quand tu as laissé ton boulot, que tu vises tes économies et que Facebook te bloque, Stripe te bloque, tu réfléchis à 1000 à l'heure et tu te dis que putain, s'il n'y a pas de solution dans les 2 semaines, je suis un peu dans la merde. Tu vois. Et du coup, moi, ça m'a permis de recentrer totalement mon marketing pour dire, les gars, si vous voulez garder votre boulot, gardez votre boulot. C'est important parce que ça, surtout ceux qui ont une femme et des enfants, ou ceux qui sont en relation de couple, etc. Quand par contre ça impacte d'autres gens, là, ça devient très différent. Si tu es étudiant tout seul dans ton coin, prends tous les risques que tu veux. C'est justement ce que j'allais te dire. Pour moi, c'était jeune, tu vois. Genre, moi, quand je me suis lancé, effectivement, si ça n'avait pas marché à terme, pendant quelques mois, je me serais peut-être retrouvé dans la merde. Mais en fait, c'est pas grave. Voilà. Et moi, je prends quand même
Je suis un peu entre les deux, où effectivement, quitter son travail sur un coup de tête. En fait, tu peux quitter ton travail pour te lancer dans le business, mais il faut être sûr de toi. Vraiment sûr de toi. Oui. Mais par contre, pour moi, je pense que c'est pas mal de se retrouver un petit peu dans la merde. Ouais. Parce que c'est là où, justement, il y a les vraies solutions qui arrivent, tu vois. C'est là où, vraiment, tu te redécouvres. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte aussi, même sur certains projets que j'ai lancés à des moments où on a hausser le niveau d'investissement en termes de temps, tu vois, en termes d'énergie, de charge mentale, etc. Les gens vont être surpris de ce qu'ils sont capables de produire. C'est vrai aussi. Ça, il y a plein de gens, moi je le vois, je parle à des gens, ouais, mais ils ont un petit peu peur de pas avoir l'énergie, de pas avoir la compétence et de pas avoir la résilience nécessaire pour arriver à leurs résultats. Alors qu'en réalité, quand tu te retrouves dans la merde, justement, quand tu es vraiment dans une situation qui est critique, les gens seraient surpris de ce que tu es capable de faire. Tu vas tout donner et ça va... comme je te dis, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose et chaque situation compliquée, il y a une fin à un moment, tu vois. Ça, moi, je pense beaucoup comme ça, tu vois, parce que même maintenant, tu vois, à des moments, ça arrive d'avoir des problèmes, tu vois. Ouais. Mais dès qu'il y a une situation qui est difficile, ok, comment on fait pendant cette situation difficile pour garder la tête au-dessus de l'eau, pas couler, et on attend que l'orage se calme, tu vois. Et c'est, je pense, comme ça qu'il faut voir les choses, surtout au niveau de l'entrepreneuriat, quand ça a un impact derrière sur ta vie perso. Quand tu vois que ça commence à être un petit peu compliqué, c'est pas grave, il y a des solutions, surtout quand tu habites dans un pays comme la France, honnêtement, tu vois. Honnêtement, dans un pays comme la France, c'est très compliqué. C'est très compliqué de se retrouver. Bah, ça existe, hein, mais c'est très compliqué de se retrouver à la rue réellement. Tu vois. Ça arrive, faut pas, voilà, faut pas dire que ça n'existe pas, mais ça reste très compliqué. On va t'aider, tu vois. Contrairement aux Américains, eux, demain ils payent pas le loyer, le lendemain il est à la rue. C'est ça. C'est ça. En France, déjà, tu payes pas ton loyer. Même ici, tu vois, tu payes pas ton loyer, ça va aller très vite, tu vois. Alors qu'en France, voilà, si t'as 2 semaines de retard de loyer, bon, c'est pas. T'as la trêve hivernale de 8 mois. On peut même pas te sortir. C'est ça, on peut pas te sortir. Et parfois, tu peux même négocier disant que bon, ok, j'ai le droit de loyer, mais je vais payer tous les mois 200, 300 euros. On va encore accepter, tu vois. Donc, il y a quand même des choses qui font que c'est très compliqué de se retrouver dans la merde tout de suite. Genre, dans la seconde d'après, contrairement à des pays anglo-saxons. C'est ça que je veux dire. C'est quand tu habites en France, si tu as une situation tout de suite, donc que tu as déjà ton appart, que tu as déjà un loyer, que ta banque te fait déjà plus ou moins confiance, etc., c'est très compliqué qu'en te lançant, d'ici un mois, tu te retrouves dans la rue sous un pont. Ouais. C'est quasiment impossible, tu vois. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre les risques, tu vois. Genre, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Moi, tu vois, c'est pareil. Des fois, j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais c'est quoi les risques? Est-ce que c'est sûr ?» Non, c'est jamais sûr. Ouais. Tu vas jamais... je peux pas te... Ou alors, je te mens. C'est-à-dire que si je te dis « Ouais, c'est sûr que tu vas réussir. Ouais, il n'y a aucun risque que ça marche pas. » Bah, tu n'arriveras jamais à rien, tu vois, en pensant de cette manière-là. Il y a personne qui a fait des grandes choses ou qui a en tout cas changé une situation sans prendre de risques. Tu prends toujours un risque en réalité, quoi que tu fasses. Il n'y a rien qui est assuré, surtout quand on parle d'argent, tu vois. Effectivement, ça, c'est le volet là. Moi, j'essaie quand même de faire attention parce que il y a eu pas mal de personnes où tu comprends que à partir du moment où les problèmes commencent, les gens paniquent. Tu vois, vraiment, les gens... J'ai eu des étudiants des étudiants en larmes, qui pleuraient au téléphone et tout, qui ont paniqué. Ça, je me suis dit, mais merde, quoi, c'est... les gars, vous n'avez pas du tout l'état d'esprit. Et c'est pour ça que le volet moyen, c'est extrêmement important. Après, je pense que ça dépend des personnalités, tu vois. Moi, j'ai pas mal de potes qui me disent que... Même moi, je ne m'en rends pas compte que je suis très calme, tu vois, très chill. Et j'ai l'impression que je prends mes problèmes comme ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que quand il y a un problème, même quand c'est un gros problème, je suis là en mode... Fais chier, tu vois. Mais en mode, ça... Je sais pas comment dire, l'argent ne m'a jamais rendu triste. Tu vois, genre... Ça peut me faire chier de perdre de l'argent, ça peut me mettre dans un mauvais mood à la rigueur, en tout cas, voilà. Vas-y, ça... En gagner, en fait. Parce que sincèrement, moi, je me retrouve dans des situations où je suis serein, en fait. Peu importe. Facebook peut bloquer ce qu'il veut. C'est ça. Je reste serein. En fait, j'ai arrêté d'avoir peur, en fait. Est-ce que c'est pas le fait de se dire, je maîtrise maintenant quelque chose, j'ai maintenant une compétence en or en main qui vaut de l'or,
qui fait que, peu importe le truc, t'es chill, quoi. Moi, je pense que c'est justement, ça se passe au tout début, ça. C'est quand tu as tes premiers problèmes, est-ce que tu fais tout pour les résoudre et tu les résous, ou est-ce que tu abandonnes? Et après, je pense que je pense que ça, au-delà du business, je pense que c'est un petit peu tout un parcours de vie qui peut t'amener à penser d'une certaine manière. Parce que c'est vrai qu'une fois que tu sais que tu as eu la capacité de te sortir du... C'est pour ça que je dis qu'à chaque fois qu'il y a une situation compliquée, t'en vois le bout au bout d'un moment. Parce que quand j'ai eu des situations compliquées, au bout d'un moment, ça s'est passé. Ouais. Donc, je pense que quand tu as des situations qui sont un petit peu similaires, qui reviennent se présenter à toi, tu te dis, bon, bah, en fait, voilà, tu as une jurisprudence en réalité. Tu vois. Tu te dis, bon, bah, on en a eu 50 des problèmes, on les a réglés, donc là, celui-là, on va le régler. Tu vois. Et effectivement, j'ai une capacité à faire de l'argent, j'ai une compétence, elle se vend, elle se monétise. Et même si cette compétence de demain ne se monétise plus, on en apprendra une autre. Exactement, ça c'est vrai. Et surtout aujourd'hui, avec cette facilité aujourd'hui d'apprendre des compétences à haut revenu, le closing, le copywriting, le marketing. Moi, il y a un truc tellement de choses. Moi, il y a un truc qui m'énerve un petit peu. Ça c'est vraiment un truc qui m'énerve. Et c'est pareil, c'est très dans la mentalité française. Je regardais un petit peu, là j'étais en France il n'y a pas longtemps, je regardais un petit peu la télé et on parlait justement de sauver les artisans, sauver tu vois, des corps de métier qui sont chers tu vois, à la culture française. Le problème, c'est que le marché, comme je disais tout à l'heure, c'est l'offre et la demande. Donc, si plus personne n'a besoin de tel type d'artisan, c'est que le marché n'en a plus besoin et que ce type d'artisan, bah, il doit aller chercher un autre boulot. Tu vois ce que je veux dire? Et apprendre à faire quelque chose d'autre. Et c'est peut-être triste, mais c'est la vie, tu vois. Et le truc, c'est que... Regarde, par exemple, il y a 100 ans, il y avait besoin de maréchal ferrant pour ferrer les chevaux pour les calèches. Exactement. Bah, il n'y a plus personne qui a de calèche, donc il n'y a plus de maréchal ferrant. Je suis très triste pour eux, mais il n'y a plus personne qui a besoin d'eux. Et les gens qui auraient dû être maréchal ferrant, maintenant, ils font des voitures. Exactement. Tu vois. Un jour, on n'aura plus besoin de voitures. Et bah, ces mecs qui font des voitures, ils iront faire des soucoupes volantes. Mais le bon exemple que tu donnes, c'est les drones. Avant, pour filmer, on a besoin d'un hélicoptère, d'un caméraman, d'un pilote. Il y avait 3 personnes qui montaient pour filmer des plans. Et aujourd'hui, on a mis un drone, on a viré 3 personnes. Ouais, mais le pilote de drone, il va apprendre soit à créer des drones et à optimiser la technologie, soit à piloter des drones mieux que tout le monde. Exactement. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Faut pas avoir peur de réapprendre. Ça, c'est très important. Et moi, je le vois. Et au niveau des personnes qu'on accompagne, on a de plus en plus de gens qui ont 30, 40 ans, qui font déjà un truc et qui ont compris ça, qui ont compris que ce qu'ils faisaient, le marché n'en avait plus besoin. Et que donc, c'est pour ça que ça je comprends pas pourquoi les gens vont manifester. Tu vois, je n'ai jamais compris. Déjà, ça sert à rien. Concrètement, à chaque fois, ils ont manifesté, ça n'a jamais donné de résultat dans tous les cas. Concrètement, manifester, ça sert à rien, tu vois. Et si t'es payé tant et qu'on ne veut pas t'augmenter, faut pas aller réclamer qu'on t'augmente. Va prendre l'argent là où il y en a. Trouve un endroit où il y a de l'argent, vas-y et tu vas en gagner. Mais aller manifester avec une pancarte et se dire « Ouais, je veux qu'on m'augmente de 100 balles », je comprends, c'est des gens qui ils sont dans une détresse, donc je les comprends 100%, tu vois. Pareil, ils tentent tout, mais c'est pas la bonne manière. C'est pas la bonne manière. Faut arrêter de demander à l'État. L'État, c'est ton argent en réalité, tu vois. de dire ouais, c'est l'argent de l'État, ouais, mais c'est ta thune. Et si l'État il te donne de l'argent là, il ne l'en mettra pas là. C'est un budget. C'est une masse qui est fermée. Et si voilà, on met de l'argent là, tu le mettras pas dans les hôpitaux, donc tu seras moins bien soigné, tu vois. Et c'est un problème qui se répète. Donc l'argent, faut aller le chercher ailleurs. Et si ce que tu fais, c'est pas bien payé, c'est que ton travail, la valeur de ton travail, même si ton travail est dur, c'est pas quelque chose qui se monétise cher. Tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dur. Hein. Les maçons travaillent dur. Mais les artisans travaillent extrêmement dur. Moi, je vois les boulangers. Mon père était artisan. Ouais. Et mon grand-père aussi. Et les artisans travaillent dur. Mais il y a un moment où ton métier, il a été remplacé. Ouais. Tu vois, et c'est comme ça. Et à un moment, peut-être, tu vois, nous, ce qu'on fait, former les gens, ça sera une intelligence artificielle qui le fera. Même probablement. Ça serait une intelligence artificielle qui le fera. Mais du coup, moi, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'irais manifester contre les intelligences artificielles? Non, je vais aller créer des intelligences artificielles qui font ça. Exactement. Tu vois, et je pense que c'est des circuits dans ta tête que tu dois apprendre. Tu dois apprendre ce genre de choses. C'est quand ce que tu fais est pas bien payé, c'est que ça sert à rien. Ou que...
pas que ça sert à rien, mais en tout cas que tu es facilement remplaçable. Ouais. Et ça, je pense que c'est important aussi. Non, ça, c'est tout à fait vrai. Et sur ce volet-là, je pense que c'est ça qui va permettre aussi à beaucoup de gens, en tout cas dans l'ère dans laquelle on est actuellement, où tout peut s'apprendre rapidement. Vraiment, tout peut s'apprendre rapidement. Je suis tombé sur des gens qui faisaient du droit, qui sont allés en informatique par eux-mêmes, tu vois, qui aujourd'hui ont multiplié le salaire, etc. Tout s'apprend en 1 an. Vraiment, vous mettez 1 an à fond sur quelque chose, même avec votre boulot de côté, et que vous vous donnez du temps. Moi, je te l'ai dit, par jour, j'avais 8 heures. C'est-à-dire que j'ai des gens qui me disent que ouais, mais je travaille, Alain, j'ai pas le temps. Je dis, est-ce que tu as au moins 1 ou 2 heures par jour? Et ils n'ont pas. Je dis, mais attends. Ouais, moi, c'est toujours ce que je dis quand effectivement, tout le monde me demande toujours, ça va me prendre combien de temps par exactement jour? Par jour. Et la question est légitime. Mais à chaque fois, je dis, est-ce que tu peux trouver au moins 1 heure par jour? De toute façon, comme je dis, si tu as 6 heures par jour, tu iras plus vite que si tu n'en as qu'une. Mais avec 1 heure par jour, déjà, tu vas avancer petit à petit. Et tu as des gens qui, effectivement, ne sont pas sûrs de trouver 1 heure par jour. Alors que moi, je te dis... C'est que tu n'as pas vraiment envie. Exactement, c'est que tu n'as pas vraiment envie. Alors que moi, je dis souvent, quand tu regardes, moi en tout cas, le planning que j'avais mis en place à l'époque, se coucher à 21h. Après, si tu es marié, tu as des enfants, c'est autre chose. Mais on peut trouver au moins 2 heures. Se coucher à 21h, se réveiller à 2h45, disons 3h. 3h30, je suis debout, je tape jusqu'à 8h. Je prends le train, j'ai 1 heure pour aller à la Défense. À l'époque, je travaillais là-bas. Pour aller à la Défense depuis le 94. Lorsque je suis en pause, les 1 heure, 1h30 de pause, tu sais, on est en France, ça glandouille un peu, etc. Et tout. Les autres, ils vont fumer leur pot cigare et tout. Donc, je peux me caler 1h30 de pause. Les 1h30 de pause, moi, j'amène ma bouffe de la maison. Je ne vais pas dehors manger avec les autres gars. Donc, je chauffe dans l'entreprise, je bouffe en même temps là-bas. Après, je me cachais quelque part, souvent dans une petite salle quelque part, à un autre étage et tout. J'ai 1 heure, je tape sur ma SAV, sur des trucs où j'arrange quelque chose rapidement sur le site où je fais une recherche de produits. Tu vois, dans le métro, tu fais 1 heure de trajet pendant 1 heure. Je télécharge la formation que je mets sur mon téléphone portable, etc. Je réécoute des trucs, je réécoute la partie mindset. J'essaie de, tu vois, et tu as tout ça. Et finalement, quand je viens à la maison le soir à 19h, je viens à 19h, je me lave, je mange rapidement. Tu as déjà travaillé 3 heures en plus à ce moment-là. Tu vois, en réalité, tu vois, entre le moment où tu t'es formé dans le métro à l'aller au retour, le moment où tu as travaillé sur ta pause, tu es déjà à 3 heures dans la journée, tu vois, de taf. Donc, de taf, tu vois. Et il te reste encore, il est 19h, il te reste 2 heures en réalité. Il me reste 2 heures, donc je viens à la maison à 19h, je mange en même temps et tout, je vais me coucher, tu vois. Et je vois que j'arrivais à dégager 7 à 8 heures par jour. Tu vois, 7 à 8 heures par jour, j'arrivais à dégager. Donc souvent, je me dis que, surtout pour les gens qui sont célibataires, qui n'ont pas d'enfants, vous pouvez dégager 7 à 8 heures. Il y a 24 heures dans la journée, c'est 8, 8, 8. 8 heures de travail. En France, on fait environ 8 heures, plus les transports en commun. Tu fais 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, temps libre. 8 heures de temps libre. Donc, on peut dégager 8 heures par jour. Et les week-ends, tu t'amuses, tu fais tout ce que tu veux. Tu fais 10 heures, tu ne dors pas la nuit, tu fais ce que tu veux. C'est à toi. Tu as ton week-end et tout. Tu le gères comme tu veux. Tu vois, donc, moi, je pense quand même que sur ces volets-là, il y a pas mal de choses que les gens peuvent faire, améliorer. Et l'une des choses que je voulais qu'on aborde aussi avant la fin du podcast, c'est ta manière de faire de l'e-commerce. On en a beaucoup parlé aussi. C'est quoi tes stratégies e-commerce aujourd'hui? Comment tu arrives à t'organiser dans ce sens-là? Moi, je te dirais un peu, la stratégie que j'ai mis en place aussi, parce que c'est un peu différent de ce que les autres font, et pourquoi j'ai mis cette stratégie en place. Ok. C'est vrai que d'un point de vue, là, on va rentrer du coup dans un point de vue un petit peu plus technique. Nous, on travaille sur différentes sources d'acquisition. Ouais. On est expert vraiment sur Meta. Donc, on a vraiment le cœur de l'acquisition payante qui est sur Meta. Et c'est vrai que depuis 1 an et demi, 2 ans, on s'est surtout vraiment concentré sur tout ce qui est beaucoup d'organique, beaucoup d'images de marque, même avec du produit dropshipping. Ouais. Je partage quelques stratégies qu'on utilise, tu vois. Et c'est vrai que là, on joue de plus en plus sur des stratégies de viralité. On comprend de mieux en mieux les algorithmes des plateformes. Et donc, nous, on a une manière de faire où on n'est plus sur du mass testing. Tester 40 produits par semaine, c'était trop fatigant, trop énergivore, et on avait des résultats qui n'étaient pas assez tangibles. On n'est pas non plus sur de la marque comme toi, comme sur de la marque où tu vois, on va vraiment prendre un produit, se focus dessus, pousser à fond. On va être vraiment entre les deux, avec des produits quali, où on va pouvoir quand même dupliquer plusieurs shops. Mais par contre, on va quand même se concentrer, on va les scaler beaucoup, on va les scaler en profondeur. Et c'est pour ça que voilà, on a la partie méta pour l'acquisition payante, essentiellement, quasiment
90% de l'acquisition payante. Mais à côté, justement, pour faire en sorte d'avoir des produits qui ont de la consistance et qu'on arrive à faire durer sur 6 mois, 1 an, 2 ans, et en faire au final des petites marques en réalité, là, on va utiliser vraiment la viralité, la création de contenu au niveau de tout ce qui est créateur UGC, etc. Créer une image autour des produits. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une certaine stabilité. Parce que c'est vrai qu'à une époque, on était beaucoup en mass testing. Et c'est très instable, ça fait ça tout le temps. C'est voilà, t'as un produit qui mord. Bon, là, cette semaine, on a plus de produits en plus compris. Donc, on fait beaucoup d'argent. Il y a tout qui tombe. Il y a un blocage. Tu vois, non. Là, c'est vrai que maintenant, on a du coup de la structure au niveau, que ce soit au niveau des labs du processing de paiement ou de l'advertising. On a des structures qui sont vraiment du coup très solides, qu'on a vraiment su mettre en place à ce niveau-là. Pour cette méthode de e-commerce. Et c'est vrai qu'on n'a plus trop de problèmes de blocage, on n'a plus trop de problèmes d'argent bloqué, de pubs qui sautent. Il y en a toujours un petit peu, c'est normal. Mais on arrive à être très stable, que ce soit dans l'acquisition et dans le processing, en tout cas dans la délivrance du produit. On arrive à être assez stable. C'est vraiment ce qu'on a essayé de chercher, avoir une croissance qui ne soit pas une croissance comme ça, mais plutôt une croissance comme ça, où on rajoute au fur et à mesure des éléments. Et aujourd'hui, par rapport à ça, tu es sur quel marché? Tu vends principalement en France? Tu vends dans quel pays? États-Unis, UK, tout? Moi, j'ai l'habitude de dire que, en règle générale, c'est pas moi qui choisis le marché, c'est en fonction de mon produit que je vais choisir un marché. On trouve un produit qui est intéressant, qui a des critères qui lui sont propres et qui font que c'est un produit qui va pouvoir partir et qui va pouvoir s'adapter à notre stratégie. Et ensuite, vu qu'on a quand même un assez gros recul sur le marché en globalité, là, on va aller choisir un marché. Après, à l'heure actuelle, on est essentiellement sur les marchés européens, à savoir la France, l'Allemagne qui fonctionne très bien. Toujours. C'est excellent marché. Le Royaume-Uni un petit peu moins. Et c'est vrai qu'après, à côté, effectivement, on a de moins en moins là en ce moment, parce qu'on avait des coûts d'acquisition qui avaient fortement augmenté là-bas, mais on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est États-Unis et Canada. Le Canada, sachant que le Québec, etc., c'est des marchés qui marchent très bien. Le Québec marche très bien. Le Québec, c'est un marché qui est très dynamique. Où il y a du pouvoir d'achat. Et par contre, au niveau de la consommation, c'est vrai que quand tu arrives à faire prendre quelque chose aux États-Unis, c'est un petit peu plus dur. Moi, c'est pas le marché que je conseille à un débutant. Non, c'est clair. Mais par contre, quand ça prend, ça prend. Et c'est là où tu peux avoir vraiment des niveaux de scaling à 30, 40, 50 000 euros par jour. Alors là, c'est vraiment le marché le plus puissant quand tu arrives à trouver la recette. Mais c'est vrai que pour trouver de la stabilité, avoir des résultats assez rapides, moi, je conseillerais toujours les marchés européens et les marchés classiques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui parlent de marchés inexploités, qui te disent d'aller lancer des shops en Roumanie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des marchés qui sont très petits et que donc, effectivement, tu vas faire ton coup de cash, tu vas faire tes 2-3 000 euros peut-être, mais ton marché, il va s'épuiser en 2 semaines. Et si le marché est inexploité, c'est qu'il y a une raison. S'il n'y a personne qui vend là-bas, c'est parce qu'il n'y a rien à vendre là-bas. Tu vois. Ou alors il n'y a pas à vendre longtemps. Effectivement, c'est des marchés sur lesquels nous on l'a fait aussi, on a fait Danemark, on a fait Norvège. C'est des marchés à 100K, quoi. Tu fais 100K et après, ça s'essouffle. La Norvège, c'est ça. Moi, j'ai essayé aussi. Tu vois, on a un run des shops, on était rentable. Tu gagnes de l'argent, c'est comme je te dis, tu le fais ton coup de cash. Effectivement, si vraiment ton objectif, c'est de venir tout casser pendant 2 semaines, un produit qui n'a jamais été fait en Norvège, tu le balances là-bas, tu vas probablement faire de l'argent. Par contre, le marché, tu vas te rendre compte qu'en 2 semaines, il est épuisé, quoi. Donc, surtout si tu commences à dépenser un peu, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, tu balances de l'argent dans le vide parce qu'il n'y a plus personne, quoi. T'as fait le tour de l'audience. Donc après, c'est des strates. Il y a des gens qui travaillent sur ce genre de marché, mais c'est vrai que si tu veux de la consistance, il faut un marché qui est consistant. Il faut un marché où il y a des millions de consommateurs qui consomment depuis longtemps, qui ont l'habitude de consommer, qui ont l'habitude de rentrer leurs cartes sur des sites internet. Et c'est comme ça que tu peux avoir... Pour moi, les 2 meilleurs marchés aujourd'hui, de manière générale, après 4-5 ans dans l'e-com, c'est l'Allemagne d'abord. L'Allemagne, c'est extrêmement puissant. Toujours. Les premiers, en plus, sont les premiers partout en Europe. Après la France. Et dans la moindre mesure, on va prendre l'Italie. Tu vois, dans la moindre mesure. J'aime pas du tout. Sérieux, Italie, Espagne, j'aime pas du tout. COD, à cause du COD.
Même pas. Honnêtement, Italie, Espagne, c'est des marchés qu'il y a pas mal de gens qui conseillent. Je n'aime pas du tout. Je sais pas, après, c'est peut-être aussi mes expériences, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on y a été, ça s'est pas bien passé. Hein. Donc, moi, du coup, je te dis que j'aime pas. Après... Ouais, nous, l'Italie et l'Espagne, on l'a testé. Espagne, jamais eu de résultat. On a eu du résultat au Mexique, par contre. Ouais. Mais pas en Espagne, parce qu'on avait ciblé les deux marchés au même moment pour essayer de voir ce que ça allait donner. Mais on a eu du résultat au Mexique, alors que le Mexique est, entre guillemets, beaucoup plus pauvre. Mais c'est là-bas qu'on a eu des résultats. Et le marché italien, aussi, c'est un marché qui n'est pas mal. Bon, j'ai eu des amis qui sont dessus, qui scalent tranquillement depuis des années sur le marché italien. Mais pour nous, c'est un marché, en fait, où le meilleur moyen de tenir le marché italien, c'est le COD. C'est si tu arrives à associer aussi le paiement à la livraison sur le marché italien, c'est terminé. Tu vois, c'est vraiment le marché qui va te permettre de... tu peux le rester dessus pendant 10 ans. Comme ici, d'ailleurs. Ouais, comme dans les pays arabes aussi. Sur le Middle East, le cash on delivery. Le cash on delivery, tu vois. C'est COD, cash on delivery pour les gens. Pour les gens, tu vois. Donc... mais en tout cas, ouais, en gros, c'est le principe de payer le produit une fois que tu le reçois. Exactement. Donc ça, c'est vrai que du coup, tu as des taux de conversion qui sont vraiment importants. Après, du coup, il faut des produits de qualité. Il faut des produits de qualité. Non, ça, c'est obligatoire. Il faut des produits de qualité. Du coup, tu n'as pas le choix. Et voilà. Mais moi, ce que j'aime bien dire quand même en termes de marché, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup, en termes de marché, si tu es français... Commence par la France. Commence par... tu parles français. Voilà. Tu connais ton marché en plus. Tu sais ce que les gens aiment en réalité, tu vois. Commence pas à partir en Roumanie. Tu vois, genre, commence pas à partir... Moi, je vois des gens... Ils te disent, bah là, en ce moment, marché bulgare, c'est là-bas qu'il faut aller, tu vois. Mais je connais pas, j'y suis jamais allé, je sais pas ce que les gens y consomment. T'es débutant, t'as pas trop de budget, ton argent, investis-le déjà sur un marché que tu connais. Vends un produit en français, ton site, tu vas le faire beaucoup plus facilement. Beaucoup plus rapidement. Tu vas aller beaucoup plus vite, tu vas avoir tes premiers feedbacks beaucoup plus vite. Ouais. Le SAV, en fait, sur tous les points en fait, du business, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Et après, peut-être que tu verras que t'aimes bien travailler sur les marchés d'Amérique latine, tu vois. Exactement. Je connais des gens, moi c'est pareil, j'aime pas trop ces marchés-là parce que c'est des marchés où il n'y a pas beaucoup de pouvoir d'achat. Voilà. Tu fais beaucoup de visites pour très peu de ventes, pour avoir testé, d'ailleurs essentiellement en marketing d'influence à l'époque. Parce que de base, c'était ma source de trafic principale au tout début. Ce que je conseille pas du tout d'ailleurs quand tu commences. Ce que je conseille vraiment pas du tout. Mais en marketing d'influence, c'est vrai qu'on avait des influenceuses la plupart du temps. Ouais, tu faisais des 40 000 visites, 4 ventes. Ce qui est pas possible en réalité, tu vois. Même avec un site, un site où il n'y a pas le checkout, normalement, t'es censé faire mieux. Donc, c'est des marchés que j'aime pas trop, l'Amérique latine, mais il y a des gens qui ont des résultats. Exactement. Je connais des gars qui sont restés beaucoup sur le marché brésilien, l'Amérique latine en règle générale. Mais tous ces marchés, pour scaler à un niveau donné, c'est ça. Cash on delivery. Quand tu arrives, surtout le marché, je l'ai vu avec le marché italien parce qu'on a scalé pas mal de produits sur le marché italien, mais on arrivait toujours là-bas des 1500, 2K par jour et on n'arrivait pas à dépasser. Et tu avais 100 emails qui te parlaient de paiement à la livraison. Paiement à la livraison, paiement à la livraison. Et tu vois, quand tu commences à contacter les entreprises qui gèrent ça, en gros, il faut avoir du cash, il faut avoir du stock, tu vois. Et en gros, c'est de sortir un gros cash dès le départ, en fait. Et finalement, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de sortir ça juste pour un marché où tu n'es même pas sûr si ces gars-là vont tenir le produit pendant un an. C'est pour ça que, comme je te dis, quand tu es débutant, c'est pas le moment. Ouais. Tu vois, ça aussi, par contre, c'est un truc qui est ultra important, que je dis tout le temps, c'est que quand tu es débutant, on va sur les trucs les plus simples. Ne commence pas à rajouter de la complexité. Parce que, justement, à chaque étape, il y a des nouveaux problèmes. Et en fait, si tu intègres dès le départ trop d'étapes, tu vas avoir trop de problèmes. Ouais. C'est pas humain, tu vois, de gérer du stock, gérer du fonds de roulement, gérer de la pub, gérer des blocages. Quand tu commences, que déjà tu connais pas bien le business, c'est très compliqué de... Non, c'est très compliqué. C'est compliqué de survivre. C'est pour ça, aujourd'hui, le marché que moi je recommande aussi, je dis commencez par la France. Si vraiment ça ne marche pas, allez au Québec. Parce que c'est francophone. Là, vous gardez le même site web. Vous n'avez pas besoin de changer de site. Vous n'avez pas besoin de changer la langue. Tu peux même vendre en dollars US. Voilà, ça passe tranquillement. Au Québec, donc, juste change le truc, la devise et tout, en dollars américains ou dollars canadiens.
C'est tout ce que tu as à faire, tu vois. Maintenant, quand tu commences à avoir des résultats, le deuxième marché, c'est l'Allemagne. Dans tous les cas, même j'ai vu remarquer quelque chose, quand on a voulu lancer la marque de sac et tout, presque toutes les marques françaises, dans le style vraiment DNVB, tu vois, e-commerce, etc. et tout là, toutes les marques françaises, le second marché, c'est l'Allemagne. Ah, mais l'Allemagne, c'est surpuissant. Tu vois, c'est l'Allemagne. Honnêtement, c'est un marché qui est très, très puissant. Moi, je l'ai vu, que ce soit sur des personnes qu'on accompagne, des shops qu'on run. L'Allemagne, c'est obligatoire, effectivement. Et surtout, si tu veux scaler en Europe. Exactement. Si tu veux arriver... c'est l'un des seuls marchés où, en Europe, tu peux aller chercher, tu vois, des 10, 15, 20, 30 000 euros par jour. Ouais, exactement, genre, voilà. C'est l'un des seuls marchés où il y a vraiment la consistance nécessaire pour arriver à ce genre de résultats. De résultats, oui. En Europe, je n'en vois pas d'autres. C'est vraiment l'Allemagne. Les UK, rapidement, peut-être. Mais c'est pareil, les UK, en réalité, c'est un marché qui s'épuise... Vite aussi. Assez vite, ouais. en réalité. Ce qui est très bizarre, d'ailleurs. Ouais, c'est un peu étonnant. Ce qui est très bizarre. Après, c'est pas non plus immense. Les UK, pourtant, c'est 46 millions, non? Il y a du monde, ouais. Il y a du monde quand même. Il y a du monde sur l'île. Il y a beaucoup de monde. Et malgré ça, effectivement, ça ne tire pas trop loin aussi. Et après, bon, si tu es un génie, tu vas sur le marché américain, c'est là où tu peux aller chercher les 100K par jour. Tu vois, pas de limite. Il n'y a plus de limite. Il n'y a vraiment pas de limite. Tu auras trop d'argent avant qu'il y ait des limites, tu vois. Tu seras déjà trop riche avant. Tu seras trop riche, quoi. Tu vois, comme je vois des marques comme High Smile qui font une vente chaque seconde. J'avais traqué à une époque, bon là maintenant c'est des logiciels qui marchent plus très bien, mais j'avais traqué à une époque certaines marques justement dans le dentaire, etc. Exactement. Aux États-Unis, et ouais, des marques qui font 1 million day. 1 million. 1 million day, c'est du drop. Bon, c'est brandé maintenant, tu vois, mais moi le produit je le connais. Bah oui, je sais qu'il coûte 4 €, tu vois. Genre, mon agent il me l'envoie toutes les semaines, tu vois. Genre, tu vois, il me dit, vends ça, c'est pas mal, j'ai un client, ouais, tu m'étonnes. D'ailleurs, ouais, quand tu parles un petit peu, c'est intéressant de faire ça. Quand tu parles aux fournisseurs chinois, bon, toi en plus, tu te déplaces en Chine. Donc, exactement, ouais. Tu le sais encore mieux que moi. Mais justement, quand tu leur parles, ils te disent que leurs plus gros clients, c'est les mecs qui vendent aux US. Hein. Bah, non, c'est les US. À chaque fois, instantanément. C'est en mode, ouais, ce produit-là, tu sais, moi, j'ai des très bonnes relations maintenant avec les fournisseurs. Tu dois en avoir des meilleurs. Mais là, maintenant, je suis à un niveau où, voilà, les fournisseurs, ils me disent, ouais, ce produit-là... Essaye, tu vois. Rapidement, bah, exactement. Essaye, c'est pas mal. Je sais qu'il fonctionne. Et je dis, ouais, mais où? Bon, bah, on a quelques clients qui vendent en France. Mais bon, on envoie surtout aux US. Exactement. C'est quand tu arrives à prendre ce marché-là, là, il y a vraiment plus de... Mais tu sais, moi, le marché américain a été mon meilleur marché. Hein. Oui, je pense pour tout le monde. Ça a été mon meilleur marché. C'est avec ce marché-là que j'ai atteint les 300K mois pendant tout un été. Sur les raquettes insecticides là, qui tuent les moustiques. Ouais. Mais ça devient fou. Hein. Là, j'ai commencé à faire du 10K, 15K day sur le marché américain. C'est un marché, ça va vite. Il n'y a que là-bas que tu peux stabiliser à ce niveau-là. Tu vois. Et pendant tout l'été, on a fait ça. C'est vraiment le marché américain. C'est ce marché où c'est, comme tu l'as dit, c'est infini. Tu vois, quand je traque certaines marques françaises, américaines, tu te dis, mais putain, quoi, c'est que les gars vendent le même produit depuis des années, ça ne s'essouffle pas. Ça s'essouffle pas, quoi. Ça, c'est vrai. Mais ouais, pour moi, pour un débutant, même quelqu'un intermédiaire, faire ses marques en Europe, commencer effectivement sur des marchés comme l'Allemagne, tu vas commencer à avoir les premières problématiques parce que tu as des problématiques. Avec l'Allemagne, voilà. Tu commences avec l'Allemagne et après, effectivement, moi, c'est vrai que je me suis beaucoup spécialisé quand même dans les marchés européens parce que je préfère évoluer là-bas. Mais c'est vrai que dès qu'on a un gros projet, qu'on veut aller faire des gros chiffres, ou même une fois qu'on voit que l'Europe est essorée, c'est là où on va se tourner vers les US. Et c'est vrai que maintenant, en plus, il y a plein de stratégies, tu vois, avec la viralité, avec même, tu rajoutes du TikTok organique, tu rajoutes plein de trucs, il y a plein de trucs à faire. C'est vrai qu'aux États-Unis, tu as cet aspect où tu peux vraiment, de manière assez simple, une fois que tu es en place, une fois que vraiment toute ta structure elle est carrée, tu vas vraiment pouvoir aller chercher des vrais résultats sur le long terme, tu vois. Exactement. Je pense que et l'une des choses que je kiffe aussi sur le marché américain, c'est que peu importe le produit, même le produit le plus niché possible. Nous, on a vendu des pierres précieuses, tu vois, les trucs œil de tigre, c'est vraiment des niches. Si tu as le bon ciblage. Après, je trouve qu'il y a aussi de ça, c'est que les plateformes de publicité sont américaines. Ouais, voilà, donc voilà, ils sont hyper targetés quand même, ouais, hyper en termes de data, ouais. La data, c'est eux qui l'ont, tu vois. Ouais. Et donc, c'est aussi pour ça que tu peux avoir justement des produits très très nichés.
Parce que l'algorithme connaît vraiment beaucoup mieux le consommateur américain que le consommateur bulgare. Tu vois, je reviens là-dessus parce que c'est important. Et c'est surtout que les Américains n'ont pas toutes ces restrictions au niveau de la data qu'on va trouver aujourd'hui en Europe, où tout est bloqué, les cookies, le RGPD, etc., etc. Les Américains n'ont pas ça. Parce que les Américains bombardent en publicité. J'ai des potes j'ai mon pote qui est à Abu Dhabi, ils adorent ça. Qui avait vécu aux États-Unis. La pub. Voilà. Moi j'avais. Ils adorent ça, la pub. C'est ça. Ouais. Moi, j'avais regardé un documentaire sur ça il y a quelques temps, je me souviens plus ce que c'était, mais où des gens témoignaient, ils disaient. Mais moi, j'adore que Facebook me donne de la pub. J'adore aller sur Instagram et qu'on me propose des produits à acheter parce que c'est ce que j'ai envie de voir. Tu vois, genre, on me montre des choses qui m'intéressent. Ouais. Donc, et en plus, là-bas, ils ont des cartes de crédit. Ça va vite. Et donc, c'est en mode, voilà, ils ont cette culture de la consommation. Ça va vite. Et donc, effectivement, si tu te regardes bien, et derrière, tu as un site qui, voilà, au minimum, tu vois. Et ça, aux États-Unis, c'est un truc que j'ai remarqué. Faut pas que ce soit trop complexe. Hein. Faut arriver à l'étape d'achat très rapidement. Faut arriver c'est-à-dire simple et efficace. Tu vois. Quand je vois les sites de drop américains, je dis, mais on est en 2017. T'es choqué. Tu te dis, mais attends, mais ces gars-là, c'est moche, ils se prennent pas la tête. Ouais. Nous, on fait beaucoup en France. On se prend beaucoup la tête en France pour les sites. Mais parce que je pense que ça, c'est en fonction aussi du consommateur. Ouais. Tu vois, effectivement, sur le marché français, je pense que maintenant, il faut arriver quand même avec un certain niveau de qualité. Tu vois. Par contre, effectivement, si tu vas aux States, là, c'est des pages produits simples, efficaces, très agressifs. Très agressifs. Faut pas avoir peur de mettre des couleurs. Là-bas, c'est agressif. Des gifs, des trucs, des avant-après, tout ce que tu veux. Ils mettent, mais... Timer, tout, c'est parfait. Les mecs, ils sont en 2017, quoi. Ouais, ça marche très bien. Et moi, j'avais un de mes associés qui avait été à un event avec des mecs, tu vois, qui, justement, voilà, c'est du 1 million, 2 millions, 3 millions par mois. En drop pur. Ouais. Et effectivement, on avait eu quelques sites, quelques produits, des produits ultra classiques, des produits que dans ta tête, ça se vend même plus. Et tu vois les sites, c'est une page de vente. C'est dégueulasse. Mais par contre, c'est simple et efficace. Tu sais où il faut aller pour acheter, tu sais qu'il faut aller vite, et ça va vite. Non, c'est ça que j'apprécie beaucoup sur le marché américain. Mais c'est un marché aussi, il faut tester. Moi, à l'époque, on avait mis un système en place de 30 produits pour un winner. Tu vois, et ce qu'on faisait, c'est que on a un site généraliste, on va balancer 30 produits en publicité Facebook, donc une campagne par produit. Et c'est comme ça que j'ai mes premiers résultats. Mes premiers résultats, c'est sur le marché américain que je l'ai eu. J'ai lancé 30 produits, 50 $, par campagne. Tu balances 30, 1 500 € par jour. Tu vois, tu fais ça 3 jours, il y a un produit qui sort à sa gueule du lot. Ah, c'est sûr. Parce que tu fais le volume game. C'est ça, la répétition, de toute façon, c'est que ça. C'est que ça, et quel que soit le marché, en vrai, quel que soit le business, en réalité, si tu répètes. Comme je disais tout à l'heure, il y a un moment, il va se passer un truc. Voilà. Et ça, c'est pareil, j'avais fait un sujet sur ça. C'est-à-dire que faut bien comprendre qu'effectivement, il y a une part de chance. Mais la chance, tu vas la chercher. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais 50 fois... Par contre, ce qui est important, et ça, c'est un truc que je remarque beaucoup aussi, tu vois, des feedbacks que j'ai de ce que je vois, et pas forcément que dans le e-commerce, c'est que les gens confondent deux choses. Ils confondent le fait de répéter une action, mais ils oublient Enfin, c'est pas qu'ils confondent, c'est qu'ils oublient l'étape de t'analyse. Ouais. Faut bien penser à analyser ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que, ok, c'est bien de te répéter, mais si tu répètes toujours la même chose de la même manière, il va rien se passer. Là, vraiment, tu comptes sur la chance. Moi, ce que je conseille, c'est effectivement toujours faire la même chose, mais par contre, chaque jour, se poser... Moi, je trouve les stats, c'est très important. Tu vois, la data est très importante. Tous les jours, te poser, regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et c'est ça qui te permet vraiment, à un certain moment, de corriger les problèmes. Et problème par problème, tu finis par un truc qui est plutôt pas mal. Et en parlant de data, aujourd'hui, on a pas mal de problèmes au niveau des tracking. Quels sont les outils que toi, tu utilises pour avoir un tracking impeccable? Moi, j'ai mis en place un outil qui m'a coûté cher, qui m'a coûté dans les 3 000 €. C'est un serveur, en fait, c'est le tracking via serveur, mais je suis passé par un autre prestataire, en fait, où eux, en fait, peu importe si le gars a mis AdBlocker, peu importe les trucs de sécurité et tout, vraiment peu importe, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, il ira trouver la data et va l'envoyer à Facebook, il va l'envoyer partout. Tu vois, et aujourd'hui, on a un taux de 100% en termes de data, mais après, il y a un coût. Vu que moi, j'ai une marque, je suis pas en drop, j'avais plein de boutiques, on a une seule boutique.
On a payé les 3 000 euros. Et après ces 3 000 euros, on a lié tous nos comptes, c'est-à-dire Meta, Pinterest, TikTok, etc. et tout. On a lié tous les comptes. On passe par Google Tag Manager aussi, tu vois, pour envoyer les données à Shopify et aussi envoyer les données à toutes les régies. Et il l'a attribué effectivement à Facebook, etc. Voilà, mais voilà. Je ne sais pas c'est quel outil toi tu utilises actuellement. Alors moi, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, vu qu'on est quand même sur un modèle un peu plus drop, c'est vrai qu'on va avoir tendance quand même à utiliser les outils classiques. Les outils, les pixels de base. Après, c'est vrai qu'effectivement, moi j'avais eu un projet justement où j'étais d'ailleurs pas sur du Shopify mais sur du WordPress. Et où justement on avait pris une agence tout simplement qui nous avait installé effectivement des balises qui nous permettaient de traquer de cette manière-là. Mais c'est vrai que d'une manière classique, la plupart du temps, j'utilise les pixels. Je trouve que quand même, c'est quand même relativement suffisant. Suffisant. Pour un début, c'est clair. Pour un début, mais même quand tu commences à scaler, honnêtement, c'est vrai que moi, comme je suis essentiellement sur Meta, j'ai quasiment besoin que de la data qui vient de Meta. Donc j'ai un tracking qui est assez précis, tu vois. Honnêtement, on rajoute peu d'outils. Moi, je suis quand même du style à pas utiliser trop d'outils. C'est clair. J'aime pas trop, tu vois, qu'il y ait 40 applications sur le store. On travaille vraiment tout le temps de la même manière. Et c'est vrai si je montrais un site, on est vraiment dans la simplicité, tu vois. On est dans la simplicité, il n'y a pas... on n'optimise pas... Enfin, on optimise si... Que quand on commence à scaler. Ouais, quand on commence à scaler... Et là, après, c'est de l'A/B testing. Tu vois, il y a un moment où, effectivement, quand tu commences à vraiment rentrer dans des gros niveaux de scaling, un petit détail te fait gagner ou perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est là où, tu vas commencer à régler des petits détails, changer cette phrase, changer la couleur de cette phrase. Et c'est là où, là, tu peux te permettre de jouer dans le détail. Mais c'est vrai que quand tu lances en dessous de 10K day, honnêtement, à mon avis, tu vois, genre sur du drop, ça sert à rien de pousser l'optimisation. Trop loin. Et de toute façon, pour moi, l'optimisation, elle vient au fur et à mesure. Tu peux pas, de toute façon, lancer un produit de manière 100% optimisée. C'est pas possible parce que, en fonction du produit, en fonction du marché, tu vas avoir des feedbacks qui vont être différents. Donc, il faut d'abord lancer de manière très classique. C'est pour ça qu'on a, nous, une manière de travail qui est très standard dans notre manière de lancer un produit. Et après, en fonction des problématiques du produit, en fonction justement de la data qu'on collecte et des petits tests qu'on fait, parce que voilà, au bout d'un moment, tu commences à le savoir, ce qui marche pas, tu vois, en termes d'optimisation, en termes de design, etc. Mais c'est plus au fur et à mesure qu'on va venir rajouter de l'opti. Ok, parfait. Bah écoute, sincèrement, on aurait pu continuer encore pendant très longtemps. On a fait un peu le tour du sujet de l'e-commerce. En tout cas, ça m'a fait plaisir. C'était intéressant de te rencontrer aussi. On s'est vu aussi à la conférence Mage. Vraiment par hasard. Hein. Je savais même pas que tu venais, mais j'ai vu. Par hasard et tout. Et ça fait plaisir de voir que tu fais de belles choses, tu lances tes boutiques, tu continues. Et surtout que tu te lances aussi bientôt sur YouTube. Donc, YouTube, ça arrive là. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Arriver. Je pense que je pense qu'on a encore besoin de formateurs e-com, de gens qui viennent avec leur propre stratégie. Moi, aujourd'hui, je suis sur une stratégie totalement différente où je suis en partenariat avec les usines, je négocie les prix. On vend au même prix qu'AliExpress, en fait. Tu trouves le produit sur AliExpress et sur ma boutique, tu verras que c'est le même prix aussi. Et derrière, on lance toute une marque. Derrière, il y a une vraie relation, en fait, que j'essaie de créer. Et c'est la stratégie que moi, j'ai commencé à utiliser depuis 2019-2020. Tu vois, c'est vraiment une marque qui c'est une boutique AliExpress qui me dit, si tu fais tel nombre de chiffres d'affaires avec nous, on ferme la boutique AliExpress. Je me suis dit, vous pouvez faire ça. Ils ont dit, oui, on peut faire. J'ai dit, ça nous prend la tête, on a des commissions. Donc le produit n'est plus sur AliExpress. Tu vois, voilà, donc on a des collections qui sont plus sur AliExpress actuellement. Ok. On a des collections qui ne sont pas du tout sur AliExpress et tout. Et on travaille vraiment en collaboration. Et comme je te disais, je vais en Allemagne pour exposer les sacs justement à une fois. Mais ça demande aussi à un moment donné, dans cette stratégie de tester, quand ça commence à marcher, tu bifurques rapidement. Tu es en relation avec l'usine, tu renégocies un peu les prix avec l'usine pour avoir des prix vraiment attrayants. Et derrière, tu mets tout un système en place maintenant pour lancer une vraie marque. Tu vois, avec des produits hyper qualitatifs, etc. Donc, c'est ce que nous on a mis en place et ça marche bien. Et là, on a lancé il y a 3 mois, on est sur du 1KD.
D'ici la fin de l'année, on va commencer quand même à viser le... Sur de la marque, c'est très bien. Sur de la marque, tu vois. Sur de la marque, parce que ça prend beaucoup de temps. C'est très différent. Tu vois, c'est très différent. On va doucement, on met en place, je te disais, SEO, telle ou telle chose, trafic organique. Ouais, c'est vrai que c'est tout un autre mindset. Hein, Ah non, en termes de méthodologie de travail. Ah non, le dropshipping est beaucoup plus facile. Ah, sincèrement. Bien sûr, mais c'est d'ailleurs pour ça que je ne conseille pas de lancer une marque. Ah non, pas au début, non. En tant que débutant, c'est impossible. Déjà, il faut du budget, il faut avoir des reins. Ah, il faut avoir des reins solides. C'est ça, parce que ça ne va pas rapporter beaucoup de cash très rapidement. Non, pas du tout. C'est vraiment avec le temps, c'est avec la durée. Il faut aller étape par étape. Donc, ceux qui sont dans cette vision et qui se disent qu'ils vont lancer quelque chose, donc on commence par un système dropshipping classique avec quelque chose quand même assez beau. Tu vois, parce que les marques sur AliExpress te fournissent déjà des belles photos, des trucs et tout. Donc, tu peux déjà te positionner de façon différente. Et après, maintenant, là, à partir du moment où tu commences à scaler ça, rapidement, tu passes à la négociation pour avoir les meilleurs produits, les meilleurs prix, etc. Tu vois. Et là, tu passes maintenant à un lancement de marque. Donc, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. Et aujourd'hui, moi, ça m'a permis de fermer toutes mes autres boutiques et d'être concentré sur une seule chose, d'être focus sur une seule chose. Et je pense que c'est, selon moi en tout cas, à un moment donné, la charge mentale, sincèrement, aujourd'hui, j'ai plus de charge mentale. Je pense à une seule boutique, tu vois. Et je mets toutes mes actions sur une seule boutique. Donc, effectivement, on peut gagner moins que comme j'avais 10 boutiques avant, mais on gagne plus en termes de bénéfices. Tu vois. Et le plus important, c'est le profit. Surtout l'aspect long terme. Et l'aspect long terme, voilà. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que sur une marque, tu valorises. Tu valorises. Tu valorises. Donc, donc, c'est aussi cet aspect-là. Bah, écoute, merci beaucoup, Eric. Vraiment, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Et j'espère qu'on va se retrouver encore quand je reviens à Dubaï. On se recroisera, de toute façon. On se recroisera. Et aussi, une dernière chose, je pense que on le mettra dedans. J'ai sorti un livre, j'en ai parlé sur l'e-commerce et tout. Et je pense que je vais te passer aussi un exemplaire. Tu pourras en présenter à ta communauté dans tes trucs par rapport à la méthode que moi j'utilise aussi. On va peut-être aussi l'afficher quelque part là. Et ça peut être intéressant. Ouais. Bah écoute, c'était un plaisir. Ça fait plaisir, moi aussi. Et voilà, je sais pas si tu as un petit mot pour la fin. Mais... Ah non, mais c'est bon pour moi. Merci beaucoup, Eric. C'est bon, merci.